viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Le Panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Il viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Le Panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Il viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Ô Azir, ô Iran, nos chaïches. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête.
Oh Azir, oh Giran, nos Oh Shaïch. Salut tout le monde. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Salut Traevaliat Sliscus. Hello à tous. Salut Louis-André Saint-Laurent. Existe-t-il une carte qui montre vraiment la totalité de la planète et des mondes? Il me semble qu'on voit juste des parties, jamais un tout. Et oui, salut à tous. Bah justement, on va montrer des images à ce propos. En tout cas, bienvenue à tous dans cette tier list des royaumes mortels. J'espère que vous avez hâte qu'on s'attaque à ce gros morceau. Alors là, on va faire une tier list par rapport à... On va les classer en fonction de leur importance et de leur vivabilité. On va faire une présentation générale des royaumes et dans le futur, on fera des tier lists sur les différentes régions connues de chaque royaume individuellement. Donc potentiellement il y aura ce live et il y aura potentiellement 8 autres lives dans le futur de ce genre. Hop. Salut Aurelius. Salut Hunter. Pour la chanson, tu as fait comment? J'ai écrit une musique et je l'ai générée avec Suno, avec le même outil d'ailleurs sur lequel on a fait l'événement communautaire qui se finit d'ailleurs le 16. J'explique l'événement un peu plus en détail dans la vidéo des Las Vegas Open où on présente notamment le Prince Vordrai. Mais à la fin de la vidéo, il y a un concours où vous avez l'occasion de gagner une Spearhead et qui explique un peu comment faire une musique et participer au concours. Salut JB. Salut Thibaut. Salut Trigen. Ça va très bien. Ah, tant mieux si tout le monde va bien. D'ailleurs, du coup, potentiellement la prochaine tier list qui aura lieu soit ce samedi, soit mercredi prochain. On la fera sur Akshi, les régions d'Akshi. Donc si jamais vous avez des questions préemptives sur Akshi, qu'on répondra, d'ailleurs il y a des questions qui ont été posées sur les royaumes, on y répondra si on n'est pas répondu en fin de live. Mais là pareil, vous pouvez poser des questions sur Akshi dans les commentaires de ce live, voilà. Et aussi bien sûr pendant le live sur les royaumes, si vous avez des questions ou besoin de précision sur ce que je dis sur les royaumes, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai l'impression que les royaumes c'est quelque chose que les gens ont un peu du mal à se représenter, à comprendre. Donc là justement on va essayer de bien clarifier ça ici. Alors, du coup, alors comme j'ai dit là, la tier list ça va être sur l'importance et la vivabilité de chaque royaume. Mais avant d'aborder chaque royaume, j'aimerais d'abord bien présenter ce que sont justement les royaumes. Donc là, on voit du coup quand on parlait tout à l'heure. Je vais peut-être enlever le chat juste temporairement qu'on voit bien ça. Hop. Voilà un peu le diagramme qu'on a des différents royaumes. Là on a Ulgu, le royaume des ondes, on a Ish, le resplendissant, on a Shaish, Akshi, Azir. Là on a Giran, on a Shamon, ici on a Gur. Donc ce n'est pas nécessairement les cartes fidèles qu'on voit là, parce que les royaumes en fait c'est un peu compliqué. Les royaumes en fait ils sont décrits comme dans le livre de base de la V4 par exemple, ils sont décrits comme 8 sphères d'existence entourées par le vide éthérique et situé dans le cosmos arcane. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer chaque mot.
Alors, déjà, les sphères d'existence, il faut les voir comme les bulles. C'est ce qu'on voit justement avec les différents cercles autour des terres des royaumes. Et elles contiennent l'atmosphère, les continents, les océans des royaumes. En somme, ce sont des mondes, mais pas forcément sphériques. Ils ont différentes formes, certains sont plats, d'autres sont un peu plus fragmentés, comme peut être notamment Shamon. Donc voilà au niveau des sphères. Le vide éthérique, c'est ce qui se trouve entre tous les royaumes. Et c'est un peu le vide de l'espace. Pour faire très très simple, il y a quand même des lois physiques qui sont assez différentes, qui sont propres à l'univers de la Sigmar. D'ailleurs, dans la tier list, j'ai ajouté le vide éthérique. On va l'aborder à un moment donné. Il y a aussi le sous-royaume un peu des Skaven, l'Omnipoint, et j'ai aussi mis un petit truc qu'on parlera à la fin de ça aussi, c'est un peu différent. Tac. Et ensuite, ce qu'on disait aussi, le Cosmos Arcane, c'est le nom de l'univers qui s'étend au-delà des royaumes mortels. Parce que ce qui est un peu une idée reçue, c'est que les 8 royaumes sont des espèces de plans et sont tout l'univers qui entoure qui contient l'âge de Sigmar. Sauf que non, il y a beaucoup de choses au-delà des 8 royaumes, des royaumes mortels, notamment des créatures. Mais on en parlera un peu après. Maintenant, alors, en ce qui concerne le système un peu des 8 royaumes, pour faire simple, ça fonctionne de manière un peu similaire à comment pourrait fonctionner un système solaire, dans le sens où ils sont très proches les uns des autres, vont un peu graviter autour des autres, et certains vont affecter les autres de manière différente. Donc voilà un peu pour poser les bases des 8 royaumes en général. On va aborder chaque royaume pour développer un peu tout ça. Mais voilà ce qu'il faut comprendre par rapport au royaume. Alors, du coup, nous allons commencer un peu la tier list. Désolé, hein, j'essaie de m'organiser au niveau de mes notes. On commence déjà avec Aqshy, le royaume du feu. Alors, ce qui est intéressant avec Aqshy, c'est qu'on a justement une carte un peu entière d'Aqshy qu'on peut voir là. Et on voit justement ici, le cercle qu'on a ici, on voit il est relié ici. Ça, ce petit rond que vous voyez sur la surface d'Aqshy, c'est le Vastaride, la région qu'on connaît le mieux des 8 royaumes. Dans l'idée, les royaumes sont très vastes de ce que vous voulez dire. Par exemple, le Vastaride, il fait à peu près la taille de l'Eurasie, d'après les développeurs du jeu de rôle de l'âge de Sigmar. Donc si vous dites que ce petit cercle c'est l'Eurasie et que vous le démultipliez sur toute la longueur, vous avez bien peut-être 10 fois l'Eurasie en longueur. Allez, peut-être un peu moins quand même. Mais ça fait un grand royaume. Et il y a un peu une idée reçue comme quoi les royaumes sont infinis, mais c'est pas vraiment le cas en fait. C'est plus une idée qui est mentionnée dans certains textes de l'âge de Sigmar, parce que les habitants, c'est en fait du point de vue des habitants eux-mêmes, les royaumes ont l'air infinis, mais c'est juste qu'il faudrait bien plus d'une vie pour les traverser. Aussi, le truc qui différencie les royaumes, c'est que plus vous allez vous approcher de l'extrémité d'un royaume, plus la magie va être instable et ça va être très très dur de pouvoir y survivre. Quasiment rien ne peut survivre à l'extrémité des royaumes. Ce qui fait que les limites des royaumes n'ont jamais été vraiment explorées non plus,
et ce qui vient un peu ajouter à ce mythe de royaume infini dans l'univers. Non, t'as rien loupé, Lucas. Cette map est terrible. Après, c'est pas vraiment une map, ça. C'est plus un diagramme du royaume du feu. Et comme j'ai dit, hop. On a le vaste aride. Donc on connaît un peu la superficie et les régions. Mais le royaume du feu s'étend un peu au-delà de ce cercle. C'est plus schématique, on va dire ça. Une map. En fait, on voit même pas un dixième des royaumes avec les cartes pour les JDR ou les histoires pour l'instant, c'est ça. Oui, on connaît qu'une toute petite partie de chaque royaume, pour faire simple. Généralement, on connaît des régions qui sont près du centre, parce que ce sont les régions les plus stables en fait. Si on se pointe en frontière d'Akshi, combustion spontanée. Oui, c'est complètement ça. Chaque royaume va un peu avoir son petit... des particularités, mais c'est déjà un peu ça. Et aussi, la particularité, donc je disais, les extrémités sont très très instables. Mais les centres sont bien plus stables. C'est-à-dire que généralement, en fonction du vent de magie de chaque royaume, l'environnement va être assez affecté justement par le type d'énergie qu'a le royaume, mais les centres vont être relativement normales. Vous allez avoir des prairies, des forêts, des rivières. C'est vraiment au centre total que la vie est plus facile. C'est généralement là que vous allez avoir des habitants. Le Vastari n'est pas complètement au centre. Il est un peu éloigné du centre, mais il n'est pas non plus proche de l'extrémité. Ce qui fait que c'est pas non plus la région la plus agréable à vivre, mais c'est pas la pire, quoi. Par contre, je vois des points remarquables en dehors du Vastarid, c'est normal, parce qu'il y a certains points qui ont été mentionnés dans différentes histoires, certaines portes royaumes, parce que justement, on peut prendre par exemple une porte royaume depuis le Vastarid qui va mener à une région, par exemple, imaginons de Giran, et depuis Giran, vous pourriez prendre une porte qui mène à une autre région d'Akshi qui vit à l'autre bout du royaume. À ce niveau-là, en fait, les habitants des royaumes mortels ont un peu leur un réseau. Ça dépend des cultures, mais en fonction des cultures, chacune a un peu son réseau de portes royaumes connus et un peu ses routes pour voyager à travers les royaumes. Et c'est généralement c'est des informations qui ont une très grande valeur. Il me semble que pour Giran, les femmes risquent d'accoucher en boucle. Pas que les femmes. Tout être vivant peut commencer à accoucher en boucle si vous vous approchez trop près de l'extrémité de Giran. Et même pas forcément l'extrémité, il y a juste des régions un peu cheloues à Giran qui sont un peu comme ça. Mais voilà. Alors Akshi, dans l'idée, par rapport à un peu les régions. Akshi, c'est une terre extrêmement instable. C'est des terres arides, des terres volcaniques de partout. Vous avez des vents brûlants, des tempêtes de braise, des pluies acides. Bref, c'est pas le royaume le plus hospitalier. Clairement pas. Aussi, autre particularité d'Akshi, c'est que ce royaume a 2 soleils. L'un de ces 2 soleils est Ish, le royaume de la lumière qu'on abordera un peu plus tard, et un dieu animal, une déesse animale plutôt, qui s'appelle Ignax, la dragonne solaire. Normalement, par rapport à cette image, je pense que c'est elle qu'on peut justement voir à l'horizon. Et le fait qu'elle est là fait qu'il ne fait jamais complètement nuit à Akshi.
il y a toujours soit 2 soleils en plein jour et du coup il fait très très chaud bien sûr, soit il y a toujours un crépuscule constant quand Ish commence à se coucher, commence à se faire éclipser par Ulgu. Et du coup il fait constamment soit jour, soit c'est le crépuscule, soit c'est l'aube, mais il ne fait jamais vraiment nuit à Aqshy. Les portes au royaume, c'est comme la toile de 40K. Pas exactement, parce qu'on a un autre truc qui est comme la toile de 40K justement, qu'on parlera un peu plus tard. C'est plus c'est des portails en somme. C'est pour les femmes, les fans de Stargate, c'est un peu ça quoi. Et des portes des étoiles. Oui, carrément, c'est à ce point. Comme on dit, la vie trouve toujours son chemin. Oui. Salut Osef Blue Blue, Erit, On Fire. Tellement de tier list en ce moment. Ah oui, bah la tier list, les tier list semblent plaire. À peu près n'importe quel sujet, vous le tournez en tier list et les gens s'y retrouvent un peu plus. En même temps, je comprends parce qu'après, ça permet de, quand on regarde vite fait un peu la vidéo, on peut voir où on est la tier list, on peut voir quand on commence à parler de telles choses. C'est peut-être plus simple pour se diriger dans une vidéo, j'ai l'impression aussi. Donc je comprends. Comment on fait pour vivre là-dedans? L'Australie, c'est oui à côté. Alors, il y a un autre royaume qui est basiquement l'Australie. C'est marrant que tu dises ça. On va l'aborder aussi plus tard. Bonsoir. Ah bien sûr, bienvenue Aria. Bienvenue au premier direct, à ton premier direct du coup. Mais oui, donc Aqshy est très lié, comme vous l'aurez compris, à la chaleur, au feu. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que chaque royaume va aussi affecter psychologiquement ses habitants. C'est-à-dire que certaines cultures on va souvent voir des patterns qui vont être un peu liés à la nature de leur royaume. D'ailleurs, les utilisateurs de magie qui sont capables de voir la magie peuvent souvent voir si un mortel vient de tel ou tel royaume ou s'il est né à tel ou tel royaume. Par exemple, si vous êtes né à Aqshy, vous avez un peu des particules de vent de magie qui sont quand même autour de vous, qui semblent orbiter un peu autour de vous, même si vous êtes dans un autre royaume. Et du coup, certains utilisateurs de magie peuvent dire « Ah oui, celui-là il vient de tel royaume, celui-là il vient de tel royaume. » C'est un peu ça. Mais du coup, ce que font les royaumes, c'est que, comme j'ai dit, que ça va changer un peu des comportements et affecter, comme je dis, les valeurs de certaines cultures, pour faire simple. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'Aqshy, ses habitants sont souvent assez belliqueux, guidés par la passion ou la soif de vengeance. Et pas que la guerre, après, il y a aussi un sursaut un peu de soif de connaissance sur certaines cultures, voire de compétitivité. Ça a été notamment le cas, par exemple, pour l'Empire agloraxien, qui a été un des empires les plus innovants à travers tous les royaumes. Mais eux, on en parlera un peu plus dans la vidéo qu'on fera spécifiquement sur Aqshy. En termes de compétitivité aussi, on a l'empire, le royaume Batari des seigneurs marchands, qui sont aussi assez intéressants, mais ça pareil, c'est une autre culture de Shaiish qui est un peu rivale avec les Caradrons, parce que ce sont des marchands qui réussissent à faire enchanter leurs bateaux pour les faire voler. Ils se baladent littéralement en bateau volant, et c'est un peu des concurrents économiques avec les Caradrons. Mais ça pareil, je garde pour la vidéo spécifique sur Aqshy qui sera le prochain live. Naturellement, un royaume avec des cultures pareilles, vous vous doutez bien que ça a fortement intéressé un certain dieu du chaos, Khorne. Quand il a découvert les royaumes mortels, il a vu Aqshy, il lui a pas fallu plus de 2 secondes, il a dit ça c'est à moi. Je veux. Mine. C'est un peu ça quoi.
À Aqshy, ça se bat tout le temps et ça s'immole pour rien, c'est ça? En quelque sorte. Aussi, un autre aspect du comportement un peu de la philosophie aqshienne fait que... Alors, c'est pas une généralité, c'est pas le cas pour tous les habitants d'Aqshy, mais beaucoup vont avoir assez peu de... vont pas vraiment avoir un instinct de conservation. Je veux un peu d'autres images. C'est-à-dire que pour eux, si vous brûlez vite, et vous brûlez fort, vous brûlez vite, vous allez avoir une courte vie, mais vous allez avoir une belle vie. Ils ne cherchent pas à vivre longtemps. Ils n'ont pas peur de mourir jeune. C'est ça dans l'idée. C'est un peu la philosophie du royaume du feu qui affecte aussi un peu leur mentalité. Il me semble que pour les 8 royaumes, que les 8 royaumes sont la manifestation des vents de battle, après tout. Pas étonnant qu'ils aient influence sur ses habitants. Oui, c'est ça dans l'idée. Chaque royaume va avoir des particularités physiques par rapport aux énergies un peu qu'il représente, mais elle va aussi avoir des particularités un peu émotionnelles, en quelque sorte. On va voir justement à chaque royaume, on va en parler. Mais c'est un peu ça dans l'idée. Bonsoir Esprit Libre de Guiran. Bonsoir Sonner, bienvenue. Peu de patience aussi, oui, ils peuvent être très peu patients. Ça, je vais vous remettre un peu le... Comme ça, hop. C'est pas là, hop, voilà. Je peux voir. Mettre un peu comme ça, histoire que, quand même... Hop, voilà. Donc voilà pour ça. Aussi, par rapport à l'histoire un peu d'Aqshy, à la base, Aqshy était complètement inhabitable. Et vraiment, au tout début de l'âge de Sigmar, Aqshy c'était juste une boule de feu. Concrètement, il y avait quelques créatures qui vivaient sur le royaume, mais c'était loin d'être des créatures mortelles. On parle de titans, notamment comme Vulcatrix, la mère des salamandres. Et leur seule présence un peu empêchait la moindre vie normale, entre guillemets, de se développer. D'ailleurs, du coup, Aqshy n'a pu être colonisé par des mortels que grâce à l'intervention notamment de Grimnir, qui a vaincu Vulcatrix et a sécurisé une partie du royaume du feu, notamment le Vastaride qu'on voit sur la carte, et qui a permis à des peuples de s'y établir. Aussi en plus en ce moment comme si c'était pas encore assez compliqué de vivre à Aqshy. Maintenant en plus on voit il y a la rogne avec les Skaven qui a pas mal déstabilisé le royaume, ou en tout cas la région du Vastaride. Pour le reste du royaume, il faudrait qu'on attende de voir. Aussi, assez intéressant, autre point intéressant d'ailleurs que chaque royaume ont, je vais un peu point par point, c'est que chaque royaume a ce qu'on appelle des pierres de royaume, c'est-à-dire des formes cristallisées, des formes physiques un peu pures de leur magie. Dans le cas d'Aqshy, cette pierre de royaume, ça s'appelle l'Actracite, ou qu'on appelle aussi, on la surnomme la braise-pierre. C'est une pierre qui se forme majoritairement dans les volcans et les cratères d'Aqshy. Ça ressemble un peu à une pierre incandescente qui dégage une très grande chaleur, aussi bien physique que mentale. Ça émane aussi une sorte de passion intense qui étreint ceux qui sont près d'elle. Elle est utilisée dans pas mal de domaines en fait, étrangement. Elle peut être utilisée comme source un peu de chaleur dans les machines à vapeur, par exemple des steam tanks,
ou encore des forts de rouage qu'on a vu un peu dans les croisades de Hautfort. Ça sert un peu de noyau, en quelque sorte. Ça peut être aussi utilisé pour forger des armes et armures magiques, notamment des épées enflammées, ce genre de choses. Certains l'utilisent un peu comme... comment dire, comme du speed un peu, comme un stimulant pour la guerre. Ils mettent un peu, ils font un peu de la poudre de ça, et il y a certains guerriers qui en consomment et ça devient des vrais berserkers sur le champ de bataille. C'est notamment le cas des corneux. Et je sais, oui, les corneux d'habituellement n'aiment pas la magie, mais il faut une petite exception pour cette pierre. D'autres, comme les pyrotueurs, qui sont aussi d'ailleurs des habitants majeurs, en tout cas assez représentatifs d'Akshi, mélangent aussi de la poudre d'Actracite dans leur rune dure or pour augmenter un peu leur puissance. Donc c'est assez particulier cette pierre. Au niveau des effets secondaires qu'elle peut avoir, comme vous vous en doutez, elle peut un peu amplifier la colère et ça peut pousser un peu les gens à des rages incontrôlables. Ils peuvent commencer à tuer tout ce qu'il y a autour d'eux, aussi bien ennemis qu'ennemis. Ça peut aussi détruire la volonté de son utilisateur. C'est-à-dire que certains gens qui sont trop exposés, juste leur esprit est détruit. Mais leur corps reste vivant et ils continuent à massacrer tout. Enfin, ça peut aller à des extrêmes assez intense, plus on est exposé à cette chose. Il y a notamment parfois des problèmes auprès des ingénieurs, par exemple de l'arsenal de fer brasure, à chaque fois j'oublie le nouveau nom. Les sous de fer, voilà. Les sous de fer, comme ils manipulent souvent cette substance, notamment dans les forts de rouage et steampunk, toutes sortes de machines, ils peuvent aussi avoir des soucis à cause de ça. En fait, Akshi, ça fait le même effet que Twitter sur le cerveau des gens. Le même... peut-être la même colère, oui. Le même niveau de colère, on va dire. Mais voilà un peu sur une présentation un peu générale du Royaume du Feu. Alors, où est-ce qu'on va mettre Akshi? Il y a j'ai mis différents stades par rapport à l'importance que chaque royaume a par rapport aux autres royaumes et son niveau de vivabilité. Alors, Akshi, on commence pas très fort. Ça va tout de suite être là. C'est... Why? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Juste pour souffrir. Voilà, c'est Akshi. Ce n'est pas genre... Si Akshi n'était pas là dans les autres royaumes seraient... ça changerait pas grand-chose. D'autres royaumes sont bien plus importants par rapport à leur utilité un peu dans le système solaire, entre guillemets, des 8 royaumes. Mais Akshi, c'est pas nécessairement le plus important, et c'est clairement pas le plus agréable à y vivre. Mais... quand même, pour mettre un petit plus avec des gros guillemets sur Akshi, c'est que, de par les conditions très dures du royaume, les habitants d'Akshi sont aussi connus comme étant parmi les plus robustes, les plus braves, on va dire. Y a-t-il des races conscientes indigènes d'Akshi? C'est-à-dire des êtres élémentaires, il y a un peu des êtres élémentaires un peu partout dans les royaumes. Des êtres natifs qui étaient là avant que Grimnir arrive, il y a typiquement les Magmadroth, les grandes salamandres qui sont aux côtés des pyrotueurs. Eux, ils sont là depuis le début de l'âge de Sigmar. Ce sont les enfants de Vulcatrix. Et ils sont très intelligents, aussi intelligents qu'un humain ou qu'un Dordain ou qu'un elfe. Ce sont des créatures très intelligentes qui peuvent communiquer. Après, ils n'ont pas des pouces opposables, du coup ils vivent pas un peu
C'est un peu plus compliqué pour eux de construire des choses, etc. Mais c'est une race intelligente d'Acti. Indigène. Surnom de la Cracide, Bresse-Pierre, Rage-Roche, la Brie-Pierre, la pierre brûlante d'Akshi, ouais. Pourquoi pas quoi. Goulag, c'est une colonie de vacances à côté. Il fait plus chaud aussi. Le petit côté positif, mais je suis pas sûr que ça aide. Ensuite, après le royaume du feu, nous avons Giran, le royaume de la vie. Alors, comme vous pouvez vous en douter, Giran est recouvert de nature luxuriante, où la vie prospère sous toutes ses formes. Et il y a une particularité assez marrante à Giran, c'est que les continents se reproduisent entre eux. Et là, du coup, on va aborder un autre point intéressant des royaumes, c'est que certes, ils ne sont pas infinis, mais ils sont pas finis. C'est la petite distinction, c'est-à-dire que certains royaumes vont par différents moyens avoir de nouveaux continents qui vont apparaître et qui vont agrandir le royaume, qui va un peu remplir sa sphère d'existence. Donc dans l'idée, là par exemple, vous avez le continent de Thierry et le continent de Verdia, qui, vous voyez un peu des heures de pistil au centre, ça c'est de la reproduction entre deux continents. Et là, vous pouvez voir le bébé, Neos, du coup un des continents les plus jeunes de Giran, qui a été sévèrement corrompu par Nurgle durant l'âge du chaos. Et oui, d'ailleurs, Nurgle, Sicorn, quand il a vu Akshi, il a dit mine. Nurgle, quand il a vu Giran, il a fait pareil. Il a dit ça c'est pour moi. Ça va être une magnifique extension à mon jardin. Ça va être très sympathique. Et donc, donc vous voyez un peu comment Giran fonctionne. D'ailleurs, Verdi est considéré d'ailleurs comme un continent féminin et Thierry comme un continent masculin. C'est-à-dire pour ça que c'est Verdi qui a accouché de Neos. Alors, les Vulcanors, les Grazes, les Télantres et les Magmadroth, Wyrm de feu et Dragons de magma, oui, tout ce qui veut être Drake, Salamandre, tout ce genre de créatures, ça pullule à Akshi, clairement. Et les pyrotueurs alors, les pyrotueurs n'étaient pas natifs d'Akshi, ils sont arrivés justement, ils se sont établis à Akshi un peu après que Grimnir, juste après que Grimnir ait libéré un peu la région. Parce qu'en fait, l'air était juste pas respirable. Je veux dire, il y avait des brasiers de partout, du sulfure de partout. Enfin, c'était pas vivable en fait pour les créatures, en tout cas, comme les humains, les Dordains, etc. Best Royaume Giran. Ah, ça, j'avoue que comme ma faction de cœur, c'est les Sylvanettes, un royaume que j'apprécie aussi. Salut Chewbacca le poilu. Super intéressant comme vidéo. Bah content que ça vous plaise. C'est pas, oui voilà, Trigen l'explique aussi très bien. Giran, ça doit être le continent le plus peuplé des royaumes mortels. C'est fort probable. C'est fort probable parce que clairement les conditions de vie sont plus que favorables. Même si bon, la flore a tendance à être carnivore, on va dire. C'est très très fréquent. C'est-à-dire que bon, vous allez partir cueillir des champignons, c'est à peu près aussi dangereux que le métier de chasseur, quoi. C'est la cueillette, c'est l'équivalent de la chasse à Giran. C'était Mustafar de Star Wars. Ouais, aussi. mais oui. Aussi, autre point intéressant par rapport à Giran,
qui le rend un peu particulier, c'est que Giran et Shaish, en fonction de à quel point l'un ou l'autre est proche de tel ou tel royaume, ils vont aussi affecter les saisons des autres royaumes. C'est-à-dire que plus Giran va être proche d'un royaume, plus il va faire généralement bon en termes de la météo, et plus on va être proche du printemps. Plus Giran est proche, plus la saison du printemps est généralement proche. Ça provoque un peu la saison du printemps dans les autres royaumes. Et à l'inverse, plus Shaish est proche, plus il va commencer à faire froid, et ça va provoquer les hivers. Donc ces deux royaumes sont très importants par rapport aux autres royaumes à ce niveau-là. Bonsoir Signe, comment ça va? Pardon. Conditions de vie plus favorables et influence du royaume sur ses habitants, les femmes perdent... Oh, vous êtes lourd un peu. Je pense que le royaume le plus peuplé, c'est à dire, il y a toutes les cités libres. Alors c'est vrai, c'est potentiellement là qu'il y a le plus de cités de Sigmar, certes, mais après, ça veut pas forcément dire qu'il y a plus de vie. Il y a beaucoup d'autres choses, ou beaucoup plus de choses non humaines. Il y a beaucoup plus de races et de peuples non humains, et même non dardins et non elfiques à travers les royaumes. C'est juste que, dites-vous que la narration est centrée sur eux dans les jeux Sigmar, mais de par la vastitude des royaumes, il y a encore beaucoup de choses qui pourraient nous être révélées dans le futur. Giran, c'est très Florian 7, effectivement. Moi, c'est bière, foot et rock'n'roll, monsieur Elrith. Ah, écoute, hein, je respecte ça, mais oui. Aussi, bien évidemment, ce royaume et le fief d'Alarielle, la reine éternelle, la déesse protectrice de Giran, et aussi de ses sylvanettes, ses créations, ses enfants, les esprits sylvestres, qui ont été créés pour protéger les forêts des royaumes et propager les forêts. Parce que c'est aussi un autre point intéressant, c'est qu'au tout début, à l'aube un peu des vieux royaumes, la flore, pour autant qu'on sache, n'existait qu'à Giran. Il n'y avait pas d'arbre au-delà. Au début, tout était assez primordial à ce niveau-là. Et c'est Alarielle et les Sylvanesses qui ont propagé les forêts dans les autres royaumes et qui ont, de par le fait, aussi permis à la vie de se développer à bien d'autres endroits. Donc ça, c'est aussi un petit plus. Alors, comment Giran influence ses habitants? Bien souvent, les cultures de Giran vont être en harmonie avec la nature. Ils sont souvent assez bienveillants, mais ils vont farouchement protéger leur environnement. Autre point intéressant, c'est que la plupart des cultures de Giran ne sont absolument pas capitalistes. Il n'y a pas de monnaie pour beaucoup d'entre eux. Les cités de Sigmar qui vivent à Giran ont bien sûr un système monétaire, mais la plupart des cultures natives de Giran échangent des services. Genre, je fais ça pour toi, et en échange de ça, genre, je vais construire ta maison, et ensuite, en échange de quoi, je vais t'apporter une partie de la nourriture que je chasse ou que je cueille, par exemple. Ce qui fait de leurs habitants des êtres assez purs, en fait. C'est particulier, quoi. Ils sont pas cupides, très rarement. Si tu parles des humains ou des peuples de l'ordre, je dirais oui, mais oublie pas qu'ils sont pas seuls. Ah oui, par rapport à Azir. Ah oui, c'est vrai que dans le sens large de la vie, c'est sans doute Giran. S'il y a un royaume où je voudrais vivre, c'est bien Giran. Ariel, c'est Ushuaïa, en fait.
on peut dire ça. C'est quand la propagation des arbres d'Alariel. En principe, c'est vraiment très peu de temps après l'éveil des dieux. Un certain temps quand même, je pense, par rapport aux différents écrits. On sent que c'est un certain temps après la création des royaumes eux-mêmes. Les dieux n'étaient pas tout de suite là au tout début. Mais peu de temps après qu'ils soient arrivés, donc au tout début de l'âge des mythes, Alariel, c'est là qu'elle a commencé à propager les forêts. Ça dépend où à Giran, parce que le royaume est toujours vachement corrompu par Norgul. Effectivement, à Giran, il y a ce qui s'appelle la guerre de la vie, où il y a un affrontement constant entre l'influence d'Alariel et l'influence de Norgul. Le modèle écho de Giran, ça me semble clairement tiré des Astrai, de ce qu'il faisait. Il y a aussi beaucoup de... Il y avait, plutôt je devrais dire, beaucoup d'elfes sylvains durant la vieille mythe. C'est un peu moins le cas à l'âge de Sigmar, même s'il commence à revenir. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus dans la vidéo sur Giran. CDIP, moins 20 points. CDIP... Je dirais que non, parce que c'est la norme, en fait. Giran, c'est là où... ZAD, c'est quoi les ZAD? Mais voilà en tout cas pour la philosophie un peu des habitants de Giran. La pierre de royaume de Giran, on parle des pierres de royaume de chaque royaume, c'est la pierre de cycle. Alors elle ressemble un peu à une pierre émeraude qui semble un peu fluctuer entre différents états. Ça fluctue constamment de l'état solide à l'état liquide, à l'état gazeux. Et c'est une pierre un peu changeante. Elle semble se manifester dans les environnements les plus chargés en magie de jade, magie de la vie. Et elle est utilisée pour pas mal de choses. Déjà, il y a une forme diluée de cette pierre de royaume, qui s'appelle l'Aqua Giranis, et qui, ironiquement, vu que les peuples de Giran n'ont pas de monnaie, et ben la forme diluée de la pierre de royaume de leur royaume est la monnaie universelle, en tout cas la plus utilisée dans les cités de Sigmar, qui s'appelle du coup l'Aqua Giranis. Concrètement, c'est de l'eau dans laquelle il y a de la pierre de cycle diluée, comme je l'ai dit, très fortement diluée. Et cette eau est utilisée comme monnaie parce qu'elle a des propriétés curatives. C'est un peu un médicament universel presque, qui guérit la plupart des maux. Et aussi, si vous en arrosez des champs, même si vous êtes à Aqshy, autre point aussi d'ailleurs que j'ai pas mentionné Aqshy, c'est que pour faire pousser un navet, il va falloir vous réveiller de bonne heure. Parce qu'il n'y a rien qui pousse dans le royaume du feu quasiment. Et justement, si vous avez une sphère d'Aqua Giranis, vous arrosez un champ à Aqshy, le royaume du feu, sur la terre la plus sec que vous avez jamais vue, et d'un coup, ouf, vous allez avoir vos récoltes qui vont pousser ultra rapidement. Donc un truc pareil qui permet d'avoir de la bouffe quasiment n'importe où, quand vous voulez, ça a fait que ça a apporté beaucoup de valeur à cette eau, et c'est devenu du coup une monnaie. Et c'est assez intéressant la façon dont les cités Sigmar vont un peu échanger cette monnaie, c'est-à-dire qu'il y a une goutte, vous allez vendre par exemple quelque chose pour 3 gouttes d'Aqua Giranis. Et les gens, les commerçants, se baladent un peu avec des pipettes justement pour échanger des gouttes, quoi. Ils ont leurs pipettes. Allez, tiens, 1 goutte, 2 gouttes. Allez, hop. Il y a ce qu'on appelle après les fioles qui contiennent généralement 10 gouttes. Et une sphère contient 100 gouttes. C'est un peu l'équivalent de la pièce de cuivre, de la pièce d'argent et de la pièce d'or qu'on voit un peu souvent dans les jeux. Mais vous avez gouttes, fioles et sphères. C'est particulier. Paye en aspirine, quoi. Ouais, un peu de ça. Les Z, c'est une maison des hippies. Ah, ok.
Les Sylvanès ne sont presque plus alliés aux elfes après qu'ils aient fui durant l'âge du chaos. Effectivement. Effectivement. Mais si un humain d'Akshi et un humain de Graine ont un gosse, il est influencé par quel royaume? Alors c'est pas des lois universelles comme je l'ai dit, c'est plus des tendances qu'on va voir. Si le gosse est élevé par tel ou tel truc, je dirais que ça dépendra de la culture dans laquelle il va grandir. Certaines cultures vont être un peu bi-royaumes. Ça va être notamment le cas de Amerol, qui est une cité jumelle. On la voit d'ailleurs là, Amerol. Hop, ça c'est la cité jumelle d'Amerol Gira. Parce qu'elle a une porte au royaume qui mène à Akshi, et du coup c'est une cité qui existe à la fois à Giran et à Akshi. D'ailleurs, au niveau de la porte au royaume, là où les deux royaumes se rejoignent, il y a des cristaux un peu particuliers, une espèce de sous-pierre de royaume qui renferme un peu des énergies à la fois d'Akshi et à la fois de Giran. Il y a des trucs un peu comme ça, marrant. Mais même si c'est une seule cité sur deux royaumes, généralement ceux d'Amerol Aksha et Amerol Gira, les habitants vont quand même eux aussi avoir leurs différences et un peu leur pardon, ils auront aussi un peu une philosophie un peu différente quoi. Merci d'ailleurs pour le follow Chewbacca le poilu, je l'ai pas vu, désolé. Les différents surnoms de pierre de cycle, j'hésite la pierre tourbillonnante, effectivement. Alors, en plus de la monnaie, du coup, la pierre de cycle peut être utilisée pour purifier des endroits corrompus par le chaos. Pour aussi guérir des blessures, ça je l'ai dit, comme engrais, je l'ai dit aussi, et peuvent être utilisés aussi pour les aqualites, des espèces de constructions flottantes qui lévitent dans les airs, qui sont utilisées par les croisades éophores et qui créent un peu de l'eau constamment, qui créent une cascade presque constante et qui servent de réserve d'eau pour les croisades éophores. Donc les pierres de cycle, si elles sont utilisées d'une certaine façon, peuvent en quelque sorte réunir un peu l'humidité qu'il y a dans l'air et créer de l'eau quoi. C'est aussi, ouais, ça me fait penser aussi, c'est aussi utilisé dans les Waystones des elfes sylvains et des sylvanettes pour camoufler des lieux dans Giran. C'est un peu aussi, ça peut aussi servir de source d'énergie pour ça. Après, en ce qui concerne les effets secondaires, on a tendance aussi à accélérer la croissance et la régénération de manière incontrôlée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une surcroissance de flore qui peut complètement détruire des bâtiments, quoi. Ça peut être très dangereux. Ça peut aussi affecter les corps des gens. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à grandir un peu trop vite et atteindre les 5 mètres, 6 mètres. Ça peut aussi d'ailleurs avoir des conséquences sur la santé, parce que vous pouvez avoir aussi des plantes qui commencent à pousser à l'intérieur de vous et qui sortent de votre corps. Donc voilà, ça peut être dangereux. La pierre peut être aussi corrompue par Nurgle. Il me semble qu'il y a certains sorciers Nurgle qui les ont corrompus et qui les ont utilisés un peu comme catalyseurs pour lancer des pestes ou pour accélérer des mutations. Donc voilà, ça peut avoir beaucoup d'effets hein, selon les utilisations. En fait, les parents influent pas au niveau essence magie sur leurs enfants, deux parents étant sur des royaumes différents qui accoucheraient à Ish verront leurs enfants influencés par Ish. Effectivement, le royaume de naissance peut avoir aussi son importance au-delà du lieu de naissance des parents, quoi.
Avoir la belle vie dans les royaumes mortels, un manoir, une montagne d'or de Chamon, de la bière naine et une petite je finirai pas ce message. Existe-t-il des portes entre Azir et Giran? Oui, bien sûr. Il existe des portes qui connectent tous les royaumes un peu partout en fait. Certaines portes au royaume sont plus, disons, plus visibles que d'autres, plus stables que d'autres. Il y a les portes, les portes les plus grandes sont celles comme celle d'Amerauls, justement, qu'on voit là. Ce qui ajoute encore plus de valeur par rapport à celle d'Amerauls, c'est que elle permet d'aller dans les deux sens. Ce qui n'est pas le cas de toutes les portes. Il y en a certaines qui vont dans un seul sens. Il y en a qui sont instables, qui vont pas toujours vous envoyer en un seul morceau, ou en tout cas au même état qu'avant que vous la preniez. Il y en a qui ressemblent même pas à des portes. Il y en a, ils sont pas nécessairement visibles au premier abord. Ça peut être par exemple un lac qui se transforme en porte à une certaine heure spécifique de la nuit par rapport à, imaginons par exemple par rapport à la position des étoiles qui vont activer un peu le lien qu'aura cet endroit avec un autre endroit d'un autre royaume. Ça peut énormément varier. Certaines portes d'ailleurs sont corrompues par le chaos et donc certaines portes vont même directement mener au royaume du chaos. Donc voilà, toutes les portes ne sont clairement pas sûres dans l'idée. Et encore d'autres portes vont être moins accessibles. Il y a des portes qui sont dans les profondeurs des abysses que quasiment que les idonettes vont pouvoir prendre. Il y a des portes qui sont positionnées très très haut dans l'atmosphère, sur des îles flottantes ou dans des espèces de maelstrom dans les nuages. Où là c'est par exemple plus les caradrons qui vont avoir accès à ces portes. Il y a certaines portes qui sont dans les profondeurs des volcans. Là c'est plus les caradrons, les pyrotueurs, qui vont avoir des facilités à les atteindre. Chaque culture va pouvoir, en fonction de ses capacités, va pouvoir avoir accès à ces portes au royaume. Et généralement, beaucoup les gardent secrètes. Amerauls, c'est difficile de cacher un truc pareil, on va pas se cacher, mais donc ils ont pas trop le choix. Mais beaucoup d'autres vont maintenir secret l'existence de leur porte au royaume. Je demande ce qui se passe si les fléchiteurs ou les vampires boivent de l'aquagranis. Je pense pas que ça leur fera nécessairement du mal, ni forcément du bien. Selon moi. À voir parce que c'est vrai que certaines dynasties vampiriques sont affectées par certains vents de magie, comme par exemple les Avengori, qui sont assez liés à la magie de Gur, qui ont modifié un peu leur malédiction avec la magie de Gur. Donc il peut y avoir différentes interactions. Donc qui sait, ça pourrait peut-être faire quelque chose de... un vampire sylvestre. Certains peuvent être vivants ou connectés à un être vivant comme pour Fangatrak. Aussi effectivement, Fangatrak qui est littéralement une porte au royaume dans sa gueule, qui est connectée à l'omnipoint. Peut-on déplacer les portes? Certaines portes sont mouvantes, certaines portes se déplacent, ce ne sont pas des points fixes. Comme l'a dit Trigan, justement, Fangatrak, c'est une porte mouvante. Il y a certaines portes très uniques qui sont artificielles, mais elles sont très très rares. Genre, il y a notamment, sans trop spoiler, mais dans une certaine histoire du jeu de rôle de l'Age of Sigmar, il y a littéralement une Stargate. Une porte au royaume très ancienne qui pouvait permettre en fait de voyager à différentes portes si on arrivait à calibrer un peu la destination. Il y a beaucoup de possibilités au niveau des portes en fait.
L'aquagréniste n'a aucun effet positif et négatif sur les morts vivants. Oui, c'est ça. Donc Giran. Alors Giran, je pense très... J'aurais pu être mieux. Giran, ça va être S. Très clairement, là on commence avec un des pires et on va ensuite sur l'un des meilleurs. Giran, c'est... je vais mettre sur les rôles majeurs. C'est extrêmement habitable. Et en plus, il affecte les saisons des autres royaumes. Donc c'est un des royaumes les plus importants. Très clairement. Ensuite, nous avons Gur, le royaume de la bête. Alors, ou des bêtes, je devrais dire plutôt. Alors, bon, on va pas tortiller du fion. Gur, c'est un monde sauvage et féroce, où même la terre elle-même va être prédatrice. C'est-à-dire que vous allez avoir le paysage qui va essayer de se bouffer entre eux. Vous allez avoir une rivière qui va tenter d'affaiblir les collines en coupant un peu son relief. Vous avez une montagne qui va tenter d'ensevelir une plaine. Enfin, vous allez le paysage lui-même est prédateur. C'est ça qu'il faut se dire. Et ça va même plus loin parce que même la flore est prédatrice. C'est-à-dire, je parlais un peu de plantes carnivores un peu à Giran. Là, c'est plus... Vous allez avoir des animaux qui vont vaguement être des plantes. Dans l'idée. Ça, c'est Gur, quoi. Aussi, les continents entiers vont être prédateurs. C'est-à-dire que là, vous voyez un peu des formes de mâchoires. On a l'impression que les continents se mordent entre eux. C'est pas qu'une impression. Ils essaient vraiment de se bouffer entre eux. Genre là, par exemple, vous avez Dons. Ici, c'était un continent qui a été dévoré par la Tondia. Donc oui, le royaume est vénère. Le royaume est vénère. C'est un peu Monster Hunter. Moi, j'aime bien un peu dans l'ambiance. Ou un autre endroit encore plus dangereux, l'Australie. Voilà. On parlait d'Australie tout à l'heure. Gur, c'est le royaume civil de l'Australie tout à l'heure. Oui, c'est ça, voilà. C'est l'Australie. Voilà. On y est. Où tout vous bouffez, tout veut vous tuer. Genre, vous allez avoir une méga faune. C'est là que vous allez avoir les plus grosses bestioles des royaumes mortels. Vous avez des dinosaures de partout. Voilà. Dans l'idée, c'est un peu ça. Vous allez avoir beaucoup de tribus un peu barbares de chasseurs là-bas. Énormément de peuples de la destruction, des ogres, des Uruk, des grottes, des gargants. Toutes ces créatures vont pulluler à Gur, c'est leur territoire, c'est chez eux, quoi. La terre des Uruk, meilleur royaume. Exactement. La terre des kaiju. C'est ça. Est-ce paradis sur terre? Oui, hein, on pourrait faire ça aussi, ouais. Le petit coin de paradis. Allez, un petit paradis. Tac. Mais ouais. Hop. Alors comment ça affecte les habitants? Vous vous doutez que les cultures vont être les cultures de Gur, pas forcément que celles de la destruction, aussi bien des humains, des Dordains, des elfes qui vivent là-bas. Ça va être des cultures féroces qui vont avoir un instinct spécial et qui vont favoriser la loi du plus fort, quoi. Terre de Kragnos. Oui, aussi, entre autres. C'est... comment on appelle
Dons, c'était le territoire du peuple de Gragnos. Là où par exemple la Tondie, la chaîne de Grondéchine, et il me semble aussi ces chaînes de montagne, tout là, on en parlera un peu plus en détail aussi quand on abordera Gur, mais c'était là aussi que se trouvait l'empire des Draconites, donc l'empire de Krondys, Karazai, qu'on peut voir dans la faction des Stormcast, ou encore même le nouveau dragon sur lequel chevauchait le prince Vordrai, sort de mer. Donc c'est là un peu le berceau de l'empire draconite. Okay. Donc la pierre de royaume de Gur, c'est l'os d'ambre. Alors ça ressemble, comme son nom l'indique, plus ou moins à un os, mais du coup c'est de la pierre de royaume cristallisée. Et généralement ça va se former justement dans les cadavres et les ossements de bêtes qui vont un peu se fossiliser. Et du coup ça fait que cette pierre de royaume peut se trouver un peu partout. Là où par exemple pour Aqshy il va falloir pas mal la miner. Pour Giran, ça va pas être, on va pas retrouver aussi n'importe où. Là, l'os d'ambre, il y en a un peu partout, mais c'est pas forcément le plus simple à différencier de n'importe quel os basique. Parce que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Vous dites, ah oui, ok, la pierre de royaume, elle ressemble à un os. Gur, ça ressemble à un... Il y a des os partout, quoi. C'est entièrement recouvert d'ossements tout le temps, quoi. Donc, ce n'est pas pour autant facile de trouver cette pierre de royaume. C'est ça que j'essaie d'expliquer, en gros. Go incarne aussi la liberté d'adaptation et le pragmatisme. Aussi, ouais. Aussi. C'est un trait aussi que j'ai l'impression qu'il partage, d'ailleurs, avec Shaman, le roi du métal, on va en parler un peu après. Cet aspect de s'adapter au changement. Ce qui va d'ailleurs aussi grandement intéresser Tzeentch. Par rapport au dieu du chaos, Gur, je dirais que ça se partage un peu entre Khorne et Tzeentch. Tzeentch est intéressé par Gur justement un peu pour la diversité des créatures qui peuvent y naître. Et Khorne aussi pour l'aspect un peu la chasse, le combat, la bestialité, un peu le combat perpétuel. Donc même si Khorne, le royaume principal qu'il essaie d'obtenir c'est Aqshy, il y a aussi pas mal de corneux à Gur. En revanche, les Stardrake viennent de Dracosion, non? Les Stardrake sont une espèce de Drake, cousine des Draconites, mais eux effectivement sont natifs d'Azir, le royaume des cieux, effectivement. Donc oui, donc le l'os d'ambre ressemble un peu à des os pétrifiés. Ça permet aux guerriers de canaliser leur essence animale, un peu pour renforcer leur sens et leurs instincts. Ça peut leur permettre de mieux traquer, de mieux voir, de mieux entendre. Mais ça peut aussi servir au combat pour être un peu comme la pierre d'Aqshy, même si c'est un peu différent, d'être plus agressif au combat, quoi. Les chamans Orruk l'utilisent aussi pour conférer plus de puissance, pour s'en servir un peu, notamment pour canaliser des sorts plus puissants. Ça peut être aussi pour utiliser, pour forger pareil, toutes sortes d'armures et de talismans qui vont avoir un peu des effets similaires, qui vont aussi affecter les sens, etc. Ça peut être aussi utilisé notamment pour certaines potions de polymorphie d'ailleurs. Dans le JDR de coup d'AOS, dans la recette alchimique, il faut un peu quelques morceaux de cette pierre, des petits morceaux de cette pierre, pour pouvoir se transformer en toutes sortes de créatures. Après, les effets secondaires de cette pierre, c'est des transformations physiques un peu progressives. Certains vont avoir des cornes qui leur poussent, des crocs, de la fourrure, toutes sortes de transformations un peu partielles animales. Ce qui fait du coup qu'il y a des gens qui ressemblent à des hommes bêtes à Gur,
Mais c'est pas des hommes bêtes. Ça peut être dû justement à l'influence de Pierre de Royaume. Mais je suis sûr que du coup, il y a quelques chasseurs de répurgateurs, de chasseurs de sorcières, ont dû pas faire la différence et ont dû faire une petite bavure, quoi. On dit ça a dû arriver une fois ou deux, quoi. C'est carrément. Mais voilà, dans l'idée, ça transforme un peu les gens en une forme plus sauvage et ils peuvent se mettre à se comporter en animaux et commencer à vivre dans la nature, etc. Quoi. On peut avoir ce genre d'effet. Le surnom connu des ambrivoires, les os d'ambre. La pierre de Gour, si c'est broyé, ça devient du sniffy. Je suis sûr que vous pouvez faire de la poudre de toutes les pierres et ça aura des effets différents. Ce serait une idée intéressante pour un personnage de jeu de rôle dans ce barn, mais je suis pas sûr que ce soit Piggy 13 quoi. Si on met une ambrivoire dans une arme, est-ce que celle-ci devient vivante? M'étonnerait pas que ça pourrait avoir ce genre d'effet. Je pense pas que ça se ferait automatiquement, peut-être avec des enchantements de certains chamans ou ce genre de choses, ça pourrait avoir ce genre d'effet. Mais ce serait clairement marrant. Avoir une épée à mâchoire qui essaye de niaquer tout ce qui passe devant elle, ça serait marrant. Donc voilà pour ce qui est de la présentation un peu de Gur, du royaume du métal. Alors Gur, c'est habitable, mais c'est pas pour autant très vivable, quoi. Il y a beaucoup de vie, mais 99% de cette vie essaie de vous bouffer. Donc, Gur, pour moi, ça va être en C, ça va être vivable. Ouais, c'est au moins ça. C'est vivable. Pas sûr que vous vivrez longtemps, mais c'est vivable. Et si vous prenez du Sniffy, vous allez au Gnoufi. J'ai pas compris celle-là. Donc une armure de celle-ci te bouffe. Pourquoi pas? C'est fort probable qu'il y a des artefacts faits à partir de cette pierre de royaume qui pourraient avoir ce genre de comportement. On revient à l'Australie. Ouais, ça peut pas ça, ouais. D'ailleurs, on pourrait appeler ça... Voilà. Au pire, tant qu'on y est. Hein. Alors, on a le tir Australie. Ensuite, nous avons Shamon, le royaume du métal. Alors, Shamon, c'est un royaume, on va dire, minéral, qui est composé d'énormément de métaux. Vous allez voir des montagnes de fer. Et quand je dis des montagnes de fer, c'est des montagnes intégralement composées de fer, des rivières de mercure. Et aussi, une particularité, c'est que c'est un royaume un peu fragmenté, qui a beaucoup ce qu'on appelle de sous-royaumes, c'est-à-dire un peu de ses propres... sa propre masse terrestre qui va être un peu isolée des autres et qui va l'éviter. Là, on le voit d'ailleurs un peu ici. Ah non, pas mille-moi. Ici, voilà. Vous allez avoir un peu ce genre de choses qui va l'éviter, un peu orbiter dans la sphère d'existence de Shamon. Ce qui est un peu particulier. Après,
du fait que l'or d'ailleurs et les métaux soient extrêmement courants, genre aussi courants que qu'Agiran, qu'Agiran il y a du bois ou que Akshi il y a de la lave. Ce qui fait que quand les premières civilisations des royaumes mortels ont commencé à faire leurs premiers échanges, au début, il a failli avoir comme monnaie universelle les métaux précieux, mais très vite, ça a très vite été enrayé parce qu'il y a littéralement un royaume entier qui est fait de ces trucs où il suffit juste de se baisser pour en trouver. Donc finalement, ça n'a pas été au grand désarroi des Dwardins, bien sûr des empires Khazalides qui étaient à Shamon, même si la valeur un peu des métaux va varier en fonction des royaumes, des régions des royaumes. À Shamon, ça vaut rien du tout. C'est-à-dire, vous pouvez échanger un steak, un gros steak de viande contre une armure et des armes de très bonne qualité à Shamon, parce que les matériaux sont extrêmement courants. Là où de la barbac, il y a très peu de créatures comestibles à Shamon. Mais dans certaines régions très éloignées du royaume du métal, qui n'ont pas une porte au royaume proche du royaume du métal, ça peut avoir beaucoup plus de valeur en revanche. C'est pour ça que beaucoup de marchands vont avoir un peu leur route particulière et par exemple vont aller acheter de grandes quantités d'objets de métal à Shamon et faire un long voyage jusqu'à une région qui en a quasiment pas pour faire des profits justement. Ils vont acheter à bas prix à un endroit et vendre à plus cher à un autre endroit. C'est le principe du capitalisme, mais avoir une bonne connaissance de certaines routes marchandes à travers les royaumes, ça peut avoir son petit plus, quoi, on va dire. Le Gnous, c'est la prison, c'est un jeu de mots avec Sniffy. Ah. C'est vivable, peut-être comme Mars. Ouais, un peu ça. Shaman, le paradis capitaliste. Ouais, pour les Caradons, ouais, il y a un peu de ça, ouais. Salut, Crise. Faut vraiment imaginer que toutes les matières solides, gazeuses et liquides sont trouvables en abondance à Shaman. Oui, c'est un peu le royaume de la table périodique, quoi. Vous allez avoir un peu tous les éléments possibles, quoi. Mais du coup, comme ce royaume a beaucoup de sous-royaumes, lévitation un peu partout, donc je disais ça, mais il y a aussi beaucoup de royaumes qui vont un peu se former par réaction chimique entre différentes poches d'éléments qui sont à différents endroits des royaumes. Ce qui fait que Shamon est un peu en transformation perpétuelle. Et du coup, ça va être facile de se dire que parmi les dieux du chaos, c'est Tzinch qui a dit « Ça c'est à moi, c'est mine, c'est mon mien ». Bien évidemment, ça c'est un peu le rêve mouillé de Tzinch, ce royaume. Là on a un peu la région qu'on connaît bien de Shamon, c'est celle de la croix spiralée. Qui pareil, vous voyez un peu ces différents continents sont extrêmement déformés à cause de l'intervention d'un dieu animal qui s'appelle le Lot Griffon, dont on parlera un peu plus justement quand on abordera Shamon. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, un peu la croix spiralée, c'est un peu, on est un peu en période post-apocalyptique à cause d'une tempête magnétique qui a forcé justement les nains des empires Khazalides de Shamon à innover et pour survivre, ils ont dû aller très haut dans l'atmosphère et ça a donné le peuple du coup des Caradons. Mais ça pareil, on en parlera un peu plus quand on arrivera sur le live de Shaman.
Maintenant, qu'est-ce que ça a sur comment le royaume influence ses habitants? Alors on l'a un peu abordé avec les Caradrons et un peu plus tôt. Ça fait que comme ce royaume a un peu des conditions particulières pour y survivre, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir vraiment d'animaux, vous n'allez pas vraiment pouvoir planter des plantes dans ces étendues très chimiques. Donc ça va forcer un peu les habitants à innover, clairement, pour survivre. Il y a des animaux et des plantes qui réussissent à se développer à Shamon, mais elles sont extrêmement toxiques, pareil. Donc ça nécessite parfois en fait que ces habitants, quand ils cueillent ou chassent ces animaux ou ces plantes, bah ils doivent ensuite les mettre par exemple dans une cuve d'un certain produit pour neutraliser leur effet toxique. Ou alors ils vont commencer un peu à synthétiser, à faire de la chimie pour pouvoir se faire des vitamines. Du coup ils vont pas vraiment manger, mais ils vont ingérer de la poudre qui va les nourrir en quelque sorte. Enfin il y a énormément d'innovations qui ont dû être faites pour survivre dans un endroit pareil, quoi. Les habitants sont aussi assez pragmatiques et avides de richesse, avides de toutes sortes de choses. Ça vient un peu avec la nature du royaume. Et tous sont dotés de connaissances assez élevées en matière de forge et d'alchimie. C'est un peu c'est un peu donné, quasiment automatique. Ça peut les prérequis pour vivre à Shamon, entre guillemets. Je vais boire un peu d'eau là, j'ai du mal. Mais ouais, Shamon c'est Dubaï. Non. Il y a des os de Nagash, des elfes ou des orques sur Shamon. Alors dites-vous que de par la vastitude des royaumes et de par la présence en fait des portes au royaume, il y a toutes les cultures et les factions possibles d'Awes dans tous les royaumes. Et justement, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça peut du coup faire des variations assez uniques de chacun de ces peuples, factions et cultures. Genre des elfes de Shamon, on n'en a pas vraiment eu il me semble, de description dans les histoires pour l'instant. Mais ça devrait exister quelque part dans Shamon, quoi qu'il arrive. Donc ça laisse aussi un peu la place aux gens de créer un peu leur propre culture, quoi. Ça aussi c'est sympa. Et il y a une grande communauté de Sylvaneth sur Shamon. En plus ils s'entendent bien avec les Caradrons. Oui, les Fer-Écorce, du coup, qui sont la première galaxie Sylvaneth à avoir réussi à s'établir à Shamon. Parce que comme on l'a dit plus tôt, c'est un royaume qui est pas très accueillant envers la flore et d'ailleurs la vie en général. Mais eux ont réussi à trouver un moyen d'absorber les éléments de Shamon et sont d'ailleurs devenus plus forts en ce faisant, car leur armure serait aussi résistante que l'acier. D'ailleurs à un tel point que Alarielle, la reine éternelle, a demandé aux Fer-Écorce de venir à Giran, à la cité vivante, pour renforcer avec leur méthode les murs de la cité. Donc ils ont même surpris leur créatrice en s'adaptant au royaume du métal. Donc c'est dire. Là tu fais un live générique, après tu rentres plus en détail ou bien. Oui c'est ça, en fait là on fait une tier list sur tous les royaumes et ensuite on fera une tier list sur les différentes régions de chaque royaume. On abordera chaque royaume individuellement.
Le prochain live, on le fera sur Aqshy, le royaume du feu. Donc si vous avez des questions à l'avance, d'ailleurs n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la rediffusion de ce live. Tu penses pas que Shamon serait le monde idéal pour les nains du chaos? Ils y sont. Il me semble, on le voit d'ailleurs sur cette map, voilà. Ah oui, ce symbole ici, aux montagnes de Mustelzar, c'est une cité d'Ashut. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y en a une autre aussi à Aqshy, ici, à la thème de la forge. Comme je dis, les peuples des royaumes peuvent être... J'ai du mal. Les peuples, chaque peuple en fait, quel qu'il soit, peut être un peu... Enfin, est plutôt à peu près dans tous les royaumes, quoi qu'il arrive. Il y a même une cité d'Ashut, il me semble, à Shaish. Il me semble pas en avoir vu à Giran. Une petite vérification. En tout cas, dans les cartes qu'on connaît. Pareil à Gur, je suis pas sûr. Mais oui, du coup, il y en a à Shamon, il y en a à Aqshy, il y en a à Shaish. Donc il y en a un peu partout. L'idée. Ensuite. Alors j'en étais où? Ah oui, du coup la pierre de royaume de Shamon s'appelle la Shamonite. Alors ça ressemble à des masses de métal liquide, un peu comme du mercure, qui semblent un peu changer constamment. En différentes phases, un peu en différents états, qui flottent, qui lévitent dans les airs. Généralement, ça ressemble un peu à des sphères un peu de mercure qui flottent dans l'air. Voilà pour vous donner une idée. Ça peut être un résidu de tempête transformatrice, un peu de réaction en chaîne qu'il y a pu avoir dans l'atmosphère de Shamon. Ça peut aussi être créé par accident lors d'un accident alchimique, genre dans le laboratoire par exemple de quelqu'un qui a fait une erreur. Il y a une explosion et en fait ça peut donner par inadvertance, de par l'énergie que ça a fait, ça peut créer de la chamonite. Muspelheim, oui, clairement, ça doit être une inspiration. Je veux dire, en même temps, les 9 mondes de l'Yggdrasil, il y a... C'est un peu c'est complètement l'inspiration des royaumes mortels, quoi. Si les Caradron et les nains du chaos se rencontrent, ça finit en massacre. Ah, ça ferait une belle bataille et des beaux feux d'artifice, clairement. Faut avouer que ça aurait de la gueule. Hein. Ça aurait une belle gueule. D'ailleurs, le jour où les nains du chaos sortent, est-ce qu'ils sortiront avec leur propre boîte, genre comme on a eu récemment avec les guides mobs, ou qu'on a eu avec d'autres factions, ou est-ce qu'on a une boîte avec deux adversaires, et là du coup on a un petit nain du chaos contre Caradron, ça serait sympa. Mais... donc, en quoi est utilisée la chamonite? Alors ça peut être utilisé comme alliage pour les armes et armures, et ça leur donnera la capacité de changer de forme. C'est-à-dire qu'il y a des armes en chamonite qui pourront un peu changer à volonté au cours de la bataille. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une lance, et d'un coup en fait elle pourrait se métamorphoser et avoir un bec de corbin par exemple pour pénétrer une armure, ou d'un coup devenir une masse hérissée pour être une arme d'impact. Elle peut un peu changer à la volonté de son porteur. Pareil, l'armure pour un peu concentrer sa masse à un endroit spécifique, peut-être pour atténuer un coup qui arrive par exemple. Ou peut-être se transformer un peu en voile, en bouclier, s'étendre pour parer des flèches. C'est un peu le symbiote quoi, dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être assez stylé, les armures en chamonite.
Ça peut être aussi utilisé pour des potions qui confèrent toutes sortes de propriétés un peu transformatives. Par exemple, une peau métallique, ça peut être aussi utilisé pour des antidotes. Dans l'idée, c'est un peu une pierre philosophale, la chamonite. Elle semble aussi être liée à l'éther-or des Caradrons. Dans l'idée, potentiellement, l'éther-or des Caradrons, c'est peut-être une forme diluée de la chamonite. Un peu comme l'Aquagaranis est une forme diluée de la pierre de cycle, la pierre de royaume de Giran. D'ailleurs, les Caradrons ont tendance aussi à utiliser comme carburant des pierres de royaume, notamment la chamonite, et ça a des effets assez puissants sur leur technologie. Par exemple, d'habitude, quand ils utilisent l'éther-or comme carburant pour leurs vaisseaux vont déjà assez vite, mais s'ils mettent de la chamonite dedans, d'un coup, ça va booster la vitesse de leur vaisseau, un peu comme de la nitro, quoi. Donc, ça peut avoir pas mal d'utilisation dans l'idée, la chamonite. Je rêve de la sortie de Nain du Chaos. Ah bah oui, je pense que ça va arriver bientôt. De par le dernier live qu'on a eu, je dirais, bah là déjà on a les prochains BT, ça va être... Là on a les gobelins qui viennent d'arriver, et qui devraient... Enfin, il semble qu'ils sont arrivés, ils devraient pas tarder. Ils viennent d'arriver. Les prochains, ce sera ensuite Idonet, Nighthaunt. Ensuite, potentiellement, on aura Khorne, Caradron et peut-être Flesh Eater. Et après, on aura peut-être du coup les Nains du Chaos. Si on se réfère un peu à l'ordre des teasers. Des teasers. Donc... allez, peut-être dans 5-6 mois, si on essaie d'être un peu positif. Peut-être vers la fin d'année, pour finir un peu en beauté. Non, je dis conneries, je sais plus compter. Non, milieu d'année, du coup, vers 08. Peut-être vers août, en fait. Non, je dis des bêtises. Bien plus tôt que ça, du coup. Ouais, non. Non, du coup, ça pourrait arriver bientôt. Ce serait une boîte solo comme les Votan chez 40K. Peut-être. La change-pierre, l'or transmutationnel, la Weirdor. Ouais, c'est un peu c'est la pierre philosophale tiers, quoi, on va dire. Je vois qu'il y a des terres arables dans la croix spiralée. Effectivement. Alors là, la croix spiralée, je ne connais pas sa position exacte à Chamon. Mais si on se trouve très proche du centre, ça fait que le paysage peut être un peu plus normal. Il peut peut-être y avoir un peu plus de place pour la flore. Comme j'ai dit, plus on est proche du centre, plus on peut avoir un climat plus stable. Mais dans l'idée, généralement, Chamon, dites-vous que c'est complètement recouvert de toutes sortes d'éléments, quoi. Ils sont déjà sortis au Blood Bowl. Oui. Après, on va voir ceux d'AOS. D'ailleurs, très, très curieux de voir comment le AOS va les... à quoi ils vont ressembler dans AOS, quoi. Parce qu'ils seront différents. On va se voiler la face, ils seront différents. Mais j'ai très hâte de voir à quoi ils vont ressembler. Donc, Chamon, par rapport à son importance par rapport aux autres, je sais pas. Pour moi, Chamon va peut-être aussi être un peu là, parce que c'est clairement pas l'un des royaumes les plus habitables, quoi. Clairement pas. Et en termes d'importance, il n'affecte pas tellement les autres royaumes comme peut le faire Giran, quoi. Donc ouais, je pense que je vais le mettre là pour l'instant. Alors ensuite, nous avons Shaish, le royaume de la mort. Alors. Je bois un coup.
Hop. Alors. Nous avons Shaiish. Hop. Alors Shaiish, comme son nom l'indique, c'est un royaume qui va être un peu... on va dire hanté. À la base, en fait, c'est là où les royaumes des morts, des différentes cultures qui peuplent les autres royaumes, vont apparaître. Où il y a une culture qui croit au Valhalla, il y a un Valhalla qui va être créé. Il y a une culture qui croit au paradis ou à l'enfer, pareil. Et donc, ce qui laisse penser un peu qu'à la base, ce royaume, il n'était pas censé être habité par des vivants. C'était peut-être pas le but à la base, en tout cas quand les royaumes se sont formés. On sait qu'il y a eu une intervention extérieure qui a créé les portes au royaume, donc potentiellement les royaumes de la mort, ils n'auraient jamais dû avoir des vivants. mais maintenant, depuis très longtemps, le mal est fait, on va dire. Il y a des peuples qui vivent depuis des générations à Shaiish, et qui ont su vivre en harmonie avec les morts. Ça a donné naissance d'ailleurs à des cultures assez uniques où vous avez des peuples qui conjurent un peu les spectres de leurs ancêtres de manière presque permanente. Ils vont constamment être suivis un peu par leurs ancêtres, par leurs grands-parents, par leurs proches défunts, qui vont constamment veiller sur eux et transmettre un peu leur ancien savoir. Et donc ça crée un peu des cultures assez particulières, quoi. Le paradis des fans de Sister of Mercy. Je connais pas ça. En fait, la croix spiralée, c'était une des 19 merveilles de Shaman et par Grugny, et se trouve littéralement au centre de la sphère d'existence du Shaman. Oui, effectivement, ça on en parlera plus quand on arrivera sur le live de Shaman. Mais Grugny a créé un peu un procédé pour façonner des sous-royaumes à Shaman, et un peu d'ailleurs aussi transmis ce savoir aux empires, aux pires qualités de Shaman. Shaiish, c'est là où se trouve la plus grande chambre de la perdition, non? Non, pas nécessairement, non. Il y a des continents interdits aux morts et interdits aux vivants. Pas nécessairement. Il y a des continents qui sont spécifiquement des après-vies, qui sont entièrement des mondes des morts qui ont été créés par les croyances des gens. Et il y a d'autres continents où les morts et les vivants vont un peu se balader un peu partout. C'est assez particulier parce que ça veut dire aussi que les royaumes des morts peuvent être techniquement... je m'en mets à les pinceaux. Il y a des continents qui sont spécifiquement des royaumes des morts, mais les vivants peuvent y aller. C'est ça que je voulais dire. Du coup, par exemple, vous avez mamie qui est morte, bah, vous pouvez, si vous êtes motivé, vous n'avez pas trop peur, vous êtes courageux, vous pouvez aller la visiter dans l'après-vie auquel elle croyait, quoi. Un peu particulier. J'adore comment Nagash a foutu le bordel à Shaiish. Alors, ah oui, si, effectivement. Nagash, ce qu'il a fait, c'est qu'il a conquéri les différentes après-vies de Shaiish pour en avoir le contrôle sur les âmes des morts des royaumes mortels. Et alors, à la base, quand il faisait partie du panthéon de Sigmar, l'idée c'était d'apporter l'ordre dans les royaumes des morts. Parce que c'est vrai que c'était aussi un peu le boxon, dans le sens où il y avait des dieux de la mort pour quasiment chaque après-vie possible, et chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Il y avait certains royaumes des morts
qui en envahissaient d'autres. C'était un peu chaotique. Et Nagash, du coup, dans sa grande générosité, il a conquéri pas mal de ces sous-mondes et a dévoré les dieux de la mort qui s'y trouvaient. De fait, ensuite, par la suite, il est devenu un peu celui qui jugeait les âmes des morts des royaumes mortels. Il a un peu pris le contrôle sur la mort, en tout cas des sous-mondes qu'il a conquis. Parce qu'il y a des sous-mondes qui résistaient à Nagash, et eux sont à l'abri du jugement de Nagash, en somme. Les Ossiarques ont tenté de prendre le Létis dernièrement pour en faire les ressources en os. Effectivement, Létis c'est l'une des plus grandes cités de Sigmar de Shaiish, qui se trouve d'ailleurs au Styx ici. Bon là c'est un peu flou, mais elle se trouve ici, Létis. Hop. Il me manque il me manque papa, le père défunt. Wafis. J'ai pas compris. Je suis fatigué. Je lis un peu vos messages trop littéralement. Gustave Merci est un des premiers groupes de rock gothique de l'histoire. D'accord. Avant l'arrivée de Sigmar, Shaiish était en effet habité par aucun vivant, car Gnoros, une bête divine, et ses rejetons Yggdragor empêchaient les vivants de rentrer et les morts de sortir. Effectivement, ça fait beaucoup plus sens. Quand Nagash croisera Gotrek, je pense que ça risque de péter. Après, il me semble que, oui, effectivement, Gotrek avait dans l'idée d'aller donner le fin fond de sa pensée à Nagash, mais depuis, il a d'autres objectifs. Il est un peu vacillant, Gotrek. Mais voilà un peu pour la présentation générale de Shaiish. J'en parle un peu mieux et un peu plus en détail. D'ailleurs, on a une sur la vidéo du coup justement sur Shaiish qui est sur la chaîne. On a fait quelques vidéos sur les différents royaumes. Il y a une playlist d'ailleurs si jamais sur les royaumes, si ça vous intéresse après le live. Mais voilà un peu dans l'idée. Donc les peuples qui habitent Shaiish ont aussi appris un peu à gérer leur interaction un peu avec les morts. Par exemple, à Styx, à Létis, du coup la cité sur le continent de Styx, ils ont inventé un peu un commerce de talismans pour les protéger contre les spectres. Alors ça vous protégera pas contre une armée de en tenue, mais ça aura sa petite importance sur si un ou deux spectres essaient de vous attaquer lors de vos voyages, ça peut vous sauver la mise, quoi. Donc les peuples un peu de Shaiish ont une connaissance assez avancée du il y a une mini déconnexion. Je vérifie que tout va bien. Hop. Est-ce qu'on a été déconnecté? Ou est-ce que le live a repris? Je fais une petite vérification. On va essayer si tout va bien. Tout a l'air d'aller bien. Ok. C'est bon. On t'entend. Ok, tout va bien, mais oui. Après, récemment, une chose qui a changé un peu le fonctionnement de Shaiish plus récemment, c'est qu'avant, alors comme on peut le voir ici, avant, les après-vies des peuples de Shaiish
apparaissait au centre du royaume et commençait lentement à dériver vers l'extrémité jusqu'à disparaître quand ils atteignaient l'extrémité au bout de milliers et de milliers d'années. Des fois, les après-vies peuvent spontanément disparaître si les peuples qui y croient disparaissent eux aussi. C'est-à-dire qu'il me semble que Nagash, Katakros, a réussi à tenir en otage le peuple vivant d'un sous-monde pour les forcer à se soumettre. Genre, soumettez-vous ou je massacre tout votre peuple vivant et vous disparaissez. Le deal est simple quand même. Et ça peut marcher quoi. Sauf que récemment, il y a eu ce qui s'appelle le nécroséisme qui a changé le fonctionnement de Shaiish. Il a inversé la polarité. C'est-à-dire qu'avant, en fait, les après-vies dérivaient vers l'extrémité, ça a créé un trou béant dans Shaiish, le nécroséisme, qui a créé en fait ce qu'on appelle le nadir, un genre de trou de néant, qui a inversé du coup cette polarité, et maintenant en fait les continents vont vers le centre. Ce qui fait que sur le long terme, ça pourrait vouloir dire que Shaiish, le royaume de la mort, va mourir, ironiquement. C'est-à-dire que vu que les nouveaux continents apparaissent au centre et que maintenant ils vont tout de suite se faire aspirer vers le nadir et disparaître dans le nadir, c'est-à-dire que les continents ne vont plus vraiment se renouveler. Donc ça pose des questions un peu dans le futur. D'ailleurs, on a une image un peu plus en détail. Là, on voit un peu mieux le nadir et Shaiish d'ailleurs, et on voit que c'est pas nécessairement un planisphère normal. Il semble y avoir en fait plusieurs étages. Et cet entonnoir qu'on voit un peu au centre, c'est le nadir. Il semble un peu aller vers transporter les masses de terre qui dérivent vers lui, vers on ne sait pas trop où. Peut-être que c'est la fin de toute chose un peu. C'est quelque chose qu'on saura peut-être plus dans le futur. Normalement, ce royaume devrait être la cible principale du chaos vu le nombre d'âmes présents. Alors les dieux du chaos sont partout, à peu près dans tous les royaumes. Nurgle a un certain intérêt pour Shaiish. Peut-être pas autant que Giran, mais après Giran, c'est sûrement Shaiish sa deuxième priorité. Parce que Nurgle est un peu à la fois le dieu de la vie et de la mort. Et de par la nature de Shaiish, très peu de vie arrive à s'y développer naturellement. Et pas mal de serviteurs de Nurgle voient un peu ça comme un challenge. Genre, je vais étendre le royaume de Nurgle dans Shaiish. Si un serviteur de Nurgle arrive à faire cet exploit, ce sera encore plus, il a encore plus de gloire que s'il avait réussi à le faire n'importe où ailleurs, genre dans Giran, c'est facile quoi, dans l'idée. Mais oui, du coup, il y a pas mal de serviteurs de Nurgle qui vont à Shaiish pour le challenge quoi. Nagash a fait un beau 9 sur 10 sur l'échelle de Moratti. Il a fait un petit... Alors, c'est un peu une boulette, et c'était même pas voulu de sa part, vu que c'était à cause du sabotage des Skaven, parce qu'ils ont saboté encore sa pyramide noire. C'est un peu running gag à ce stade. Mais techniquement, c'était pas son intention. Après, son intention, si ça avait réussi, c'était de tuer toute vie dans les royaumes mortels. Donc c'est pas nécessairement mieux. Mais ce qui s'est passé là maintenant, pour l'instant, c'était pas vraiment son intention. Les après-vies disparaissent, c'est un peu à cause de Sigmar, qui se sert quand il veut. Alors les âmes de certaines après-vies, effectivement, ont été utilisées pour être reforgé en éternel, mais c'est pas ça qui fait disparaître une après-vie. Le nadir, en revanche, oui. C'est permanent
pour autant qu'on sache pour l'instant les effets du nadir, ce trou un peu qui dévore Shaiish de l'intérieur, pour l'instant ça a l'air d'être permanent. Après on verra dans le futur, peut-être que le plan de Sigmar de fusionner des parties des 8 royaumes va pouvoir pallier à ça, mais nous verrons. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Donc, Shaiish, je sais qu'il y en a beaucoup, mais alors, Shaiish, c'est quand même un point névralgique dans les royaumes. C'est quand même extrêmement important. Je veux dire, c'est là-bas où les âmes des morts vont. Il affecte aussi les saisons, comme on l'a dit tout à l'heure. Il permet aussi un peu l'hiver dans les autres royaumes. Donc, il a quand même un rôle important. Cela dit, en termes de vivabilité, c'est pas folichon. Ça va être un why aussi. Hein. Il est important, donc un peu au même titre que Giran, mais en termes de vivabilité, voilà. Hein. Je dirais même qu'il est pire. Ouais, je pense qu'ils sont dans le bon ordre, là, on va dire. C'est un des pires. Je me demande si la guerre arrivera un jour sur Azir. Ça ne saurait tarder. Ça va clairement être vers ça que va l'histoire. Je veux dire, les Oruk, Gordrak, qui est pour l'instant l'acteur majeur de la destruction. Dans sa dernière histoire, il veut aller vers Azir. Les Archaon et ses légions sont en train de chercher un chemin vers Azir. Les Skaven vont peut-être les d'ailleurs aller vers Azir. Enfin, beaucoup de choses semblent converger vers le royaume des cieux, clairement. En gros, le nadir, c'est la preuve du danger de vouloir changer les lois cosmiques et des royaumes mortels, et que Nagash, c'est un débile. Oui. Oui, pour le coup, il a un peu fait une grosse boulette, et ça va se retourner contre lui, à mon avis, dans le futur. Pour l'instant, il n'y en a qu'un royaume qui est bien. Oui, ça va venir, ça va venir. Il y en a d'autres qui sont sympas. Après, les loyers doivent pas être bien élevés. Duquel on arrive ensuite à Ulgu, le royaume des ombres. Alors, tac. Alors, Ulgu, c'est un royaume assez flou, sans mauvais jeu de mots. C'est un royaume brumeux, trompeur, empli d'illusions. En fait, la réalité elle-même est sans cesse incertaine dans le royaume des ombres. Parce que le royaume semble spontanément créer des illusions. Genre là, par exemple, vous avez un peu des crevasses assez fines. Vous marchez et en fait, le royaume peut vous créer un peu une illusion de route stable et vous faites un pas dans le vide et vous êtes foutu, quoi. Donc, Ulgu, c'est limite le royaume où vous voulez vous aveugler vous-même et vous, enfin, comment dire, vous cachez
vous fermez les yeux et vous avancez à la canne, quoi. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. C'est limite moins dangereux que d'y avancer les yeux ouverts. J'espère qu'on aura Ish et Ulgu pour la V5 avec Malérion et Tyrion en avant avec leur propre faction. Ah, ce serait bien, ouais. Ce serait bien. Autre point important d'Ulgu, c'est que Ulgu, techniquement, si Ish c'est le jour, Ulgu c'est la nuit pour les royaumes. Parce que, en fait, on n'a pas ce truc où dans notre système solaire, en fait, il y a la nuit parce que la planète tourne et au bout d'un moment, on fait plus face à Ish. Pour les royaumes mortels, c'est différent. C'est Ulgu qui va s'approcher de Ish et qui va l'éclipser aux autres royaumes. Donc en un sens, c'est Ulgu la nuit. Ce qui est quand même assez important, quoi, on va dire. Dans l'équilibre des royaumes. Au niveau de sa géographie, Ulgu a 13 domaines qui sont sous le contrôle de Malérion, le roi des ombres. L'un d'entre eux a été cédé à Morathi, d'ailleurs par Malérion. Ils sont arrivés à un compromis, même si Malérion, spoiler, comme dans Battle, Malekith ne peut pas la saquer. D'ailleurs, il n'est pas passé loin de la tuer. On est vraiment pas passé loin. Mais ils sont arrivés à un genre de compromis où il lui a cédé le 13e domaine d'Ulgu. Le pire d'ailleurs, sans dire, la convergence de Shadrach. Donc c'est là notamment qu'on peut voir Misthaven, Agnar, la capitale un peu de Morathi. Et donc on connaît le 13e domaine d'Ulgu pour l'instant. Au niveau de comment le royaume affecte ses habitants, c'est que les cultures vont être naturellement secrètes et vont être très discrètes, très manipulatrices. Ça va les influencer de cette façon, quoi. Alors Lucas, essaye d'éviter les gros mots. T'es pas obligé à chaque fois de... Voilà. On peut rester poli. C'est un royaume blagueur. Ouais, c'est un peu ça. C'est un sacré petit rigolo. Mettre en avant Ulgu, ça ferait tourner autour de Slaanesh. Alors effectivement, merci de m'y faire penser, mais du coup le domaine en fait où est enfermé Slaanesh se trouve aussi entre Ulgu et Ish, ce qu'on appelle Ulgish, un peu l'endroit un endroit un peu particulier qui se trouve dans un passage qui connecte les deux royaumes, et c'est là où se trouve la prison de Slaanesh. Donc c'est un peu dans ce passage qu'on peut voir entre Ish et Ulgu. Au niveau de la... Comment dire, de la pierre de royaume du royaume des ombres, on appelle ça la fausse pierre, la false stone. Elle est un peu particulière parce qu'elle se cache un peu naturellement. Elle peut prendre la forme de toutes sortes d'objets, ce qui fait qu'il est très difficile de la repérer. Elle a tendance en fait à changer d'apparence pour se fondre dans son environnement. Ce qui fait que pour la trouver, des fois il faut un peu constamment bouger des objets. Imaginez vous déplacez une pierre et vous la posez au milieu
d'une clairière couverte d'herbe, et ben elle va se transformer en herbe, justement pour se camoufler au milieu de son truc. Un peu comme un caméléon. Donc à moins d'avoir une vision un peu arcanique, il est très difficile de repérer cette pierre. Alors à quoi sert cette pierre? Notamment pour masquer l'identité d'objets ou de personnes. Ça va avoir un peu un effet de un genre de voile qui va un peu pouvoir modifier un peu votre apparence. Ça peut être aussi utilisé pour devenir invisible, genre une cape d'invisibilité un peu en quelque sorte. Donc ça peut avoir ce genre d'effet. Par contre, en effet secondaire, ça peut provoquer des hallucinations, rendre complètement paranoïaque de ce qui est vrai ou non. Ça peut rendre fou. Donc Guiche, c'est la Ron Jalil. Oui, c'est un peu ça. Effectivement. Je peux pas rester. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée Thibaut. Il paraît qu'à Olgu, il y aurait un équivalent des élémentaires de Ish, mais ce serait des esprits un peu plus obscurs, pas nécessairement malveillants. Et c'est pas les démons des ombres. Ah, c'est possible, hein. On n'a pas encore assez exploré Olgu, clairement. C'est peut-être l'un des royaumes les moins explosés. C'est l'un des royaumes les moins explosés, ouais. C'est l'un des royaumes les moins explorés après Azir. Azir, c'est quand même l'un des royaumes le royaume le moins exploré. Les démons des ombres sont des elfes torturés que Malérion a récupérés. Alors... non, clairement pas. Les démons des ombres, ça semble être des entités complètement indépendantes des elfes et qui semblent alors être... Certains ont l'air d'être originaires d'une certaine lune qu'il y a dans les royaumes. Alors là, attendez, on la voit, il me semble, ici. Attendez, j'essaie de m'en souvenir. La lune, Lord Duplicita, voilà. Attendez, j'essaie de zoomer un max. On voit à gauche d'Olgu. C'est l'une des lunes d'Olgu et c'est la lune des démons de l'ombre qu'on appelle. Il me semble qu'aussi Lord Duplicita, il est un peu lié à Azir d'une certaine manière. Mais à la base, ces créatures viendraient potentiellement de là et auraient peuplé Olgu tout au début de l'âge des mythes. D'ailleurs, il y a des passages à l'éveil de Marathi, par exemple, où elle arrive à se rapprocher d'eux. Et il y a une espèce d'entre-dimension qui s'appelle la toile umbrale, qui permet, qui est une genre d'entre-dimension en parallèle des 8 royaumes, qui permet d'ailleurs il y a certains êtres qui peuvent entrer dans la toile, voyager dedans et ressortir à peu près n'importe où dans le royaume. Ça permet un peu d'éviter toute forme de protection physique ou magique presque. Du coup, cette fameuse toile ombrale, les démons des ombres seraient potentiellement aussi existeraient peut-être aussi dans cette sous-dimension en quelque sorte. Il va faire ton noir. Pour nous au moins une carte d'Azir. Alors on a une carte entre guillemets d'une partie d'Azir, plutôt de quelque chose qui orbite autour d'Azir, mais on n'a pas une carte d'Azir en elle-même pour l'instant. Hop. Enfin du coup, alors pour moi Olgu, je vais le mettre en B.
Je vais le mettre en habitable. Parce que c'est quand même un royaume important. Et c'est pas non plus impossible d'y survivre, quoi. Il y a clairement, bon, le royaume peut vous tenter des pièges, peut vous faire des petites blagounettes, mais c'est clairement pas l'un des pires, pour moi. Donc je pense que je vais le mettre là. Ensuite, nous arrivons à Ish, le royaume de la lumière. Donc Ish qui est le soleil des 8 royaumes. Vous pouvez voir un peu que c'est une sorte de sphère de lumière, et à l'intérieur, du coup, il y a des gens qui vivent à l'intérieur du soleil, en quelque sorte. Hop. Alors c'est un royaume assez empreint naturellement de lumière assez diffuse. C'est un royaume aussi de logique, de savoir, de perfection. C'est quelque chose c'est un royaume qui favorise un peu l'élévation spirituelle de l'esprit. D'ailleurs, ça influence énormément les habitants, les cultures qui vont souvent être attirés par tout ce qui est philosophique, intellectuel. Tous vont être un peu en quête de s'améliorer soi-même. Bien souvent, ils vont être assez analytiques et vont être aussi sensibles un peu à l'équilibre cosmique, notamment les luminettes. Qui sont peut-être un peu l'un des peuples les plus représentatifs de ce que peut donner les Ishiens. Après, les peuples de Ish vont souvent avoir tendance à être aussi un peu assez arrogants et inflexibles, quoi, assez imbus d'eux-mêmes. Donc c'est un royaume d'elfes. Voilà. Dans l'idée. Mais comment on fait pour dormir dans ce monde? Eh ben, il faut pas avoir du mal à dormir en plein jour. Voilà, c'est. Alors, il y a des pseudo-nuits quand Ulgu se rapproche de Ish, mais il y aura toujours un peu de lumière, quoi qu'il arrive. Illumination, la sagesse, la connaissance et la paix intérieure. Oui, c'est ça aussi. Alors Lucas, alors là tu fais un peu exprès, ça fait 2 fois, je te demande d'arrêter un peu les gros mots, quoi. 3ème, je te mets en time out. Du coup, j'en étais où? Oui, du coup, voilà un peu pour l'idée qu'il y a Ish. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que même les animaux de Ish sont hyper intelligents. Genre de simples animaux, genre une poule à Ish sera hyper intelligente, peut-être même, comment dire, plus intelligent que certains humains. Ils n'ont pas forcément la capacité de parler, ce qui fait qu'aussi que beaucoup de peuples de Ish vont être souvent végétariens. Justement parce que de par l'intelligence et le niveau de conscience de toute la faune et la flore en fait de Ish. Aussi une particularité assez intéressante, ça. La pierre de royaume de Ish, c'est ce qu'on appelle l'Aether Quartz. Alors, ça a la forme de faisceaux lumineux qui se solidifient de manière un peu qui change un peu de phase, comment dire. C'est de la lumière qui peut se transformer en cristaux, en gros. Ce qu'on appelle du coup de l'Aether Quartz.
c'est d'ailleurs Teclis qui a découvert comment piéger ces rayons et les cristalliser de manière permanente. Et il l'a enseigné aux différents peuples de Ish. En termes d'utilisation, ces cristaux sont portés par chaque soldat luminette. D'ailleurs, quasiment tous les luminettes portent ces pierres. Ils les portent souvent comme des bijoux ou incrustés dans leurs armes ou ce genre de choses. Mais ça a aussi pour effet d'apaiser leur esprit. Ça a été d'ailleurs un peu une solution que Teclis a trouvée, parce que après son premier raté avec les Isodonettes et son deuxième disons échec avec les lunettes, car ils ont failli complètement atomiser la surface de Ish, il a compris qu'ils avaient besoin de se détendre. Donc ça leur sert un peu de Valium. C'est un antidépresseur que tous les lunettes ont un peu, et c'est pour ça qu'ils ont toujours en fait ces pierres près d'eux, parce que ça va un peu enlever leurs idées sombres, un peu leurs émotions négatives, quoi, en somme. Ce qui fait d'ailleurs que ces pierres vont avoir tendance à perdre un peu de leur éclat et à être un peu souillées par les émotions négatives de leur porteur. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des Scinari chez les lunettes qui s'appellent les Scinari Catalar, dont la tâche est justement de récupérer ces pierres un peu souillées et de les purifier. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Sinon, l'Ether Quartz peut aussi être utilisé pour la concentration et la dissipation de toutes sortes d'énergie magique, un peu comme par exemple des lentilles. C'est ce qu'on peut voir notamment sur les luminarques de Ish. Ça peut être utilisé, somme toute, pour pas mal de choses. Après, pour les effets, ça peut accroître la clarté de l'esprit. Ça peut aussi accélérer grandement les réflexes. Donc vous pouvez commencer à voir le monde au ralenti, clairement. Vous pouvez devenir Flash, quoi, si vous en prenez des bonnes doses. Mais après, une utilisation excessive peut provoquer un épuisement mental. Mais aussi une dépendance. C'est-à-dire que vous pourriez un peu devenir addict à cette clarté d'esprit un peu. Aussi, les cristaux du coup souillés, les cristaux usés, ont tendance à attirer les démons de Slaanesh. Parce que justement, ils veulent un peu consommer les émotions négatives qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est pour ça justement que les Scinari Catalar ont été créés, parce qu'ils, pour purifier ces pierres, parce que sinon ça a tendance à attirer des démons de l'excès. Aïch potentiellement, oui, Apoul pourrait. Les nains de Ish, ça doit être quelque chose. Ah oui, il y en a, hein, comme je dis. Il y a des peuples un peu de... Il peut y avoir toutes sortes de peuples dans tous les royaumes, quoi. D'ailleurs, là, comme je disais tout à l'heure, je parlais des luminettes qui ont failli atomiser Ish. Vous pouvez voir, par exemple, le désert de la révélation, où on voit qu'il y a encore des effets secondaires visibles de l'Okaridara, du coup la chute des spires, le moment où les luminettes ont failli complètement s'autodétruire, quoi. Et encore à ce jour, vous pouvez voir des cratères d'armes de destruction massive qui ont été faits par des armes de destruction massive, des luminettes, et les effets sont encore visibles aujourd'hui, quoi. Hop. Alors, donc voilà. Donc, à part pour ce petit bémol où le royaume a failli être complètement détruit, c'est un royaume qui est extrêmement bien défendu face au chaos et qui est extrêmement important pour les autres royaumes parce que c'est littéralement le soleil. Donc lui, il va aller en petit paradis.
Limite, est-ce qu'il serait pas plus au-dessus de Giran? Peut-être. Peut-être, ouais. Pour moi, ils sont pas loin les deux. Ils sont pas loin. Mais voilà. Alors ensuite, nous avons Azir, le royaume des cieux. Donc Azirheim, là on peut voir Azirheim. C'est un royaume céleste. C'est sans doute le royaume qui a le mieux résisté au chaos. C'est un royaume qui a été complètement isolé des autres royaumes et qui l'est toujours encore à ce jour. Il y a rien qui entre à Shaiish, à Azir. On peut sortir d'Azir, mais on peut pas y rentrer, quoi. C'est ça l'idée. C'est un royaume un peu immaculé et qui est fortement lié aux cieux. Il y a énormément un peu d'étoiles filantes de partout, ce qui veut se dire. Il y a aussi énormément de pluie de météores sur ce royaume. C'est aussi très lié à l'orage. Il y a aussi énormément de tempêtes, ce genre de choses. Petit paradis, mais il y a des poules savantes. Oui, mais bon. C'est quelle architecture, ça? C'est de l'architecture, du coup, azirite, dans l'idée. Aussi, point particulier par rapport à Azir, dans son ciel se trouve... alors déjà, il y a l'étoile de Sigandil, et il y a ce qu'on appelle le Sigmar Apollon. C'est cet anneau, qui est un peu une station spatiale des éternels, qui se trouve autour de ceci. Hop. Ce fameux... cette étrange lune, on va dire, qui est en fait du coup le noyau de Malus, qui est le surnom qu'on donne en fait au dernier fragment, un peu au noyau de l'ancien monde de Battle. Là on voit un peu mieux cette fameuse station spatiale qu'on voit depuis Azir, et qui est un peu la place forte de Sigmar et des éternels de l'orage. Mais voilà un peu à quoi ressemble Azir. Alors comment est-ce que Azir influe un peu les comportements de ces peuples? De manière générale, ce sont des peuples qui vont accorder beaucoup de valeur à la noblesse, qui vont être assez disciplinés et penser qu'ils sont porteurs un peu d'une mission divine de par la présence du dieu roi, quoi. Et ils vont souvent tendance à avoir à regarder de haut les peuples des autres royaumes. D'ailleurs, ça a provoqué beaucoup de tensions entre les nobles azirites qui sont dans les cités de Sigmar, dans les autres royaumes, avec les peuples natifs des royaumes où ils s'établissent, quoi. Et d'ailleurs, souvent, en plus, les peuples azirites vont penser à penser que les peuples des autres royaumes sont souillés au fond de leur âme par le chaos, parce qu'ils n'ont pas pu se réfugier à Azir. Tous les astres planétoïdes et autres phénomènes célestes et météorologiques sont possibles à Azir. Oui, c'est ça, c'est un peu le... Azir, c'est la comète et la tempête, quoi. En ce qui concerne pardon, la pierre de royaume de Azir, il y a ce qu'on appelle le Célestium, qui est de la poussière ou des grains, des pierres scintillantes qui tombent généralement de météorites, se trouvent un peu... qui tombent en somme des extrémités du royaume. En termes d'utilisation, c'est utilisé pour beaucoup de choses, le Célestium. C'est notamment un composant des armes et armures des éternels, de la Sigmarite. Dans leurs armes et armures, il y a du Célestium, mais aussi des fragments de Malus, qu'on a dit plus tôt. C'est un alliage un peu particulier et qui est extrêmement résistant, quoi.
Sinon, le silicium est aussi utilisé pour les armes des séraphons, les armes qui sont d'ailleurs appelées les armes en célestite. Sinon, on peut aussi les utiliser pour former des... On peut aussi les utiliser pour forger des armes et armures qui sont pas capables de frapper avec une grande précision. C'est-à-dire que elles peuvent donner un faible don de préscience. Donc vous pouvez voir une fraction de seconde à l'avance et ça peut vous permettre parfois un peu d'ajuster votre esquive ou votre attaque par exemple. Après ça peut être aussi des armes qui s'enchantent avec la force de la tempête, avec peut émettre un peu des éclairs. Ça peut aussi être enchanté de cette façon. Sinon, le silicium peut être aussi ajouté à des instruments d'astronomie qui pourraient aider en fait dans la divination. Pareil, ça peut être aussi utilisé pour faire des prophéties, justement. Après, en ce qui concerne les effets secondaires, pareil, cette capacité un peu à donner des dons de préscience, ça peut piéger leurs utilisateurs à ne plus pouvoir être mentalement se représenter le présent. Ça peut piéger un peu les gens dans le futur constamment. C'est un peu l'idée. Mais voilà un peu dans les effets secondaires. Alors, Azyr, pour moi, c'est pas non plus le meilleur royaume. Genre, c'est pas un royaume extrêmement important dans le fonctionnement des autres, si ce n'est que c'est là que le dieu roi est, et c'est un peu le fief des cités de Sigmar. Donc moi je vais le mettre en A. Ça va être le tiers bunker. Et le tiers, il y a rien qui rentre. Donc je pense que Azyr sera bien là. Il vit dans Turfus Sigmar. Cette attitude est vraiment liée au vent d'Azyr ou alors c'est l'influence de Sigmar plutôt? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Terra. C'est vrai qu'il y a un petit côté... C'est un peu le... c'est le fief du roi de l'empereur, quoi. Slash l'empereur. C'est un peu la Terra d'Awas, si vous voulez vraiment un équivalent à 40k. Ça vous aide à mieux vous représenter. C'est les Bretoniens, mais pas Clodo. Oui. Il va y avoir un peu la même... peut-être une philosophie similaire au niveau de la noblesse. Dans l'idée. Ensuite, on va avoir l'Omnipoint, du coup le fameux sous-royaume qui possède des portes menant à tous les royaumes. C'est un peu un carrefour qui se trouve dans le vide éthique entre les 8 royaumes. Et pour l'instant, c'est au début de l'âge des mythes, c'était un peu comment dire, un royaume très important pour le fonctionnement des civilisations de l'âge des mythes. Il était sous le contrôle du Panthéon de l'Ordre. Maintenant, c'est Archaon qui en a pris le contrôle et ça lui sert un peu de base pour envoyer ses troupes à travers tous les royaumes. Donc c'est vraiment un point stratégique très très important. Et d'ailleurs, il a été un peu le théâtre de beaucoup de guerres. Je veux dire, on y est allé notamment la guerre des portes. Parmi les premières batailles, c'était justement le but des premières batailles, ça a été souvent de sécuriser les omniportes, du coup les portes royaumes liées qui menaient à l'omnipoint. Donc certains les ont récupérés, ont réussi à récupérer ces portes dans l'omnipoint, d'autres ont récupéré les portes de l'autre côté
des portes de l'Omnipoint et les ont scellées pour empêcher Archaon de passer par là. Même durant la guerre des portes aussi, c'est là que Katakros a envahi l'Omnipoint et a repris la porte de la mort. Bref, donc à chaque événement important, il y a toujours quelque chose qui se passe à l'Omnipoint. C'est vraiment un point très important dans l'histoire d'AOS. Quelle aspiration pour l'architecture azérite? Baroque, rococo, néoclassique? Je saurais pas dire honnêtement. Pas un expert en architecture. Il y a un petit côté Renaissance. Peut-être que j'ai un peu loin. Après au niveau des coupoles, il y a peut-être un côté peut-être un peu Moyen-Orient. Ça mélange beaucoup de styles clairement. Mais voilà en tout cas pour l'Omnipoint. Il y a une pierre de royaume qui semble être spécifique, qui semble spécifiquement être trouvée à l'Omnipoint. Il y a une pierre de royaume corrompue qui s'appelle la Varanite. Il y a un peu une forme similaire à la Malpierre, mais là où la Malpierre c'est une forme un peu concentrée de magie destructrice du chaos, la Varanite c'est une forme concentrée de magie corruptrice, mutatrice du chaos. Après, on sait pas encore trop comment elle est apparue. Pour l'instant, ça semble un peu fou. Mais l'Omnipoint, ça va être un... J'ai pas envie de mettre Y, parce que bon, certes le royaume est très corrompu, mais c'est pas... non. Peut-être l'Australie. Entre Y et l'Australie. Bon, je vais mettre dans Y. Ça fera beaucoup de Y, mais dans l'idée... c'est un royaume qui est pas vraiment très accueillant, parce que déjà c'est le théâtre de guerre quasiment constante, et il a été énormément corrompu par le chaos. Maintenant, il a quand même un rôle très important, ne serait-ce que par sa position stratégique. Donc, voilà. Peut-être mettre à l'Australie, comme ça, on va pas trop remplir le Y, mais il est pas loin, quoi. C'est le royaume Battle Royale. Oui, c'est un peu ça. L'Omnipoint, c'est pas la citadelle d'Archaon. Il y a le Varan Spire, du coup, c'est là-bas, effectivement, c'est à l'Omnipoint que se trouve la citadelle d'Archaon. Néoclassique, je pourrais dire. Gréco-romaine avec un peu de côté gothique religieux. Oui, c'est un mélange, je pense, de beaucoup de choses. Hein, ça. Difficile de mettre le doigt dessus, mais c'est stylé. Ensuite, nous avons alors ville, du coup le Blight City, qui est un peu un espèce de pareil, un sous-royaume qui se trouve entre les royaumes mortels et le royaume du chaos, et qui est l'endroit un peu où sont les Skaven. C'est un peu... C'est un espace entre la réalité et l'immatériel, à travers lequel les Skaven percent des trous, ils rongent la réalité elle-même. Ce qui fait qu'ils peuvent un peu sortir à peu près n'importe où dans les royaumes, mais ça fait aussi qu'ils sont jamais vraiment sûrs de où ils vont sortir. Ils peuvent sortir dans les abysses, comme ils peuvent sortir dans le vide éthérique, et il peut y avoir des dizaines de milliers d'entre eux qui meurent d'un coup alors que un de leurs trous s'ouvre, quoi, dans la réalité. Donc c'est un peu la roulette russe. C'est clairement un royaume en Y, mais je trouvais important de le mentionner, quoi, parce que il est là, quoi. Beaucoup, je viens regarder, désolé si je parle pas bon stream, et j'aime bien tes vidéos, cool que tu fasses sur OS.
Merci, bien sûr, bienvenue au Skaboom. L'Omnipoint, en effet, ce serait plus Australie, au vu de l'ambiance décrite dans Warcry. C'est vrai qu'aussi c'est le théâtre des événements Warcry, où beaucoup de sous-cultures, un peu du chaos, a été présenté. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'ils aient été un peu mis de côté récemment, donc à voir comment ça évoluera. Mais bon, c'est la toile. Alors, ça se rapproche de la toile, mais il y a un autre truc qui est la toile. C'est tout simplement la toile ombrale dont on parlait tout à l'heure. Là, on va en parler après un peu plus en dernier. Là, maintenant, on est sur le vide éthérique. Alors, c'est techniquement pas un royaume. Comme j'ai dit, c'est ce qui se trouve entre les royaumes. Mais il a un peu des propriétés particulières. C'est majoritairement du vide, mais il y a aussi de la magie non alignée à aucun des vents de magie qui est diluée à travers cet espace. C'est un peu il y a un peu des brides de magie pure, de magie arcanique. Alors, certains êtres arrivent à voyager dans ce vide, notamment les séraphons grâce à leur vaisseau Ziggurat. Il y a des serviteurs de Tzeentch qui arrivent à voyager dedans avec leur tour d'argent, ce qui peut mener d'ailleurs à des batailles spatiales assez stylées. Peut-être que les Caradrons pourraient un jour se balader là-dedans, s'ils lancent un programme spatial, on va dire. Mais qui sait. Ah, merci d'ailleurs Tetsurion pour le follow sur Twitch. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est très apprécié si vous regardez du coup les lives sur Twitch, ça aide beaucoup la chaîne. La chaîne pourrait bientôt être affiliée avec Twitch, ça pourrait aider un peu. Mais il faut qu'on ait un certain nombre de viewers en moyenne sur Twitch, quoi. Là, on est un peu plus d'une vingtaine. Et c'est très très cool. Mais s'il pourrait y en avoir quelques-uns sur Twitch, ça aiderait beaucoup. Si en tout cas ceux qui le font. Donc voilà. Alors aussi, il y a d'autres choses qui existent dans ce vide éthérique. Il y a des êtres qui ont été décrits comme primordiaux et anciens. Un peu des êtres qui sommeillent dans cette mer un peu d'éternité qui est un peu décrite comme ça. Des êtres qui attendent, certains qui attendent pour dévorer les choses qui s'y aventureraient. Ça semble un peu teaser des êtres un peu Lovecraftiens qui sommeilleraient dans le vide éthérique. Certains semblent être décrits comme j'ai dit un peu primordiaux et qui existeraient depuis avant les premiers êtres conscients. Et donc potentiellement aussi avant les dieux du chaos qui ont été créés après avec les émotions des premiers êtres conscients. C'est vraiment un peu les êtres qu'il y a eu avant les êtres de chair, avant que la réalité soit se soit développée, quoi. C'est un peu une menace qui pourrait être un peu plus développée dans le futur. Parce que j'ai vu ce genre de truc être un peu être mentionné par-ci par-là. Donc qui sait, peut-être qu'on aurait des créatures du néant. C'est vrai que c'est un thème assez récurrent dans la fantasy et qui n'a jamais été trop exploré dans Warhammer Fantasy, en tout cas dans 40K ça a été un peu exploré peut-être. Mais ce serait intéressant d'en savoir plus, quoi. Je vais un peu parler d'ailleurs dans la vidéo sur le multivers de certains êtres un peu primordiaux, un peu Lovecraftiens. Que Sigmar avait combattu, que Sigmar et le Panthéon avaient combattu durant l'âge des mythes, au tout début un peu à l'aube de la civilisation des royaumes mortels. L'un d'entre eux a été d'ailleurs tué à Shaish, un de ces êtres un peu étranges, et son lieu de repos, ça c'est assez intéressant, son lieu de repos a servi de base de là où a été fondé Shadespire, la cité miroir. Et potentiellement, du coup, cet être, l'essence de cet être, aurait affecté l'ombre vert
que la cité de Shadespire a créé. Et donc, moi, ça m'a un peu donné, genre, ça m'a un peu fait bizarre, parce que je me suis dit, est-ce qu'en fait, la malédiction de Shadespire, c'est pas Nagash qui l'a faite, mais plutôt, en fait, l'essence de cette ancienne créature. Peut-être que juste Nagash a banni, en fait, Shadespire entre Ish et Ulgu. D'ailleurs, on voit, Shadespire, hop, désolé, hop. Shadespire aussi qui se trouve non loin de la prison de Slaanesh et qui est aussi entre Ish et Ulgu, était banni là. Et du coup, on se pose des questions, quoi, quand on sait qu'il y a ce genre de... que cette chose aurait pu affecter un peu les habitants de Shadespire. C'est intéressant en tout cas. On sait aussi, ça a été mentionné, d'ailleurs je me souviens dans Malign Portents, quand les cryptes de l'orage ont été un peu dévoilées. Donc les cryptes de l'orage, c'est un peu des endroits cachés dans les royaumes où Sigmar a enfermé toutes sortes de créatures immortelles, d'ennemis qu'il ne pouvait pas détruire, d'artefacts dangereux, pareil, qu'il ne pouvait pas détruire. Il les a cachés dans ces cryptes et il a laissé ce qu'on appelle des Penumbral Engines, qui sont des machines qui affectent un peu la mémoire et la perception, qui empêchent qui empêchent les gens qui s'approchent des cryptes d'avoir conscience qu'ils s'approchent des cryptes. C'est-à-dire que vous pouvez vous approcher d'une crypte de l'orage, vous marchez et d'un coup vous perdez un peu votre esprit et vous revenez à vos esprits quelques minutes plus tard sans vraiment vous en être rendu compte. C'est vraiment quelque chose qui masque, c'est un endroit qui est masqué dans l'esprit de ceux qui s'en approchent, quoi. Donc c'était une bonne protection. Et dans ces fameuses cryptes de l'orage, certains de ces êtres justement venus du vide éthérique auraient aussi été enfermés. Donc c'est quelques petits trucs qui ont été mentionnés par rapport aux êtres du vide. Sinon, la pierre de royaume ou du vide éthérique, ça s'appelle la pierre de vide. Et ça a des propriétés anti-magiques. Parce que, justement, aussi un autre point intéressant par rapport au vide, c'est justement qu'il y a des propriétés anti-magiques. Les sphères de royaume un peu protègent les différents royaumes des propriétés du vide. Mais, par exemple, à un moment donné, durant les Broken Realms, il y a deux êtres, justement, qui ont été dans le vide éthérique sans être protégés par un vaisseau, comme le sont les Séraphons ou les serviteurs de Tzeentch. C'était Nagash et Teclis. Teclis a téléporté Nagash avec lui dans le vide éthérique, justement pour essayer d'utiliser les propriétés du vide à son avantage alors qu'il se battait. C'est-à-dire que quand Nagash et Teclis, les deux plus grands mages des royaumes, peut-être avec les Slann, on peut les inclure aussi, quand ils se sont retrouvés directement dans le vide éthérique, aucun des deux ne pouvait lancer de sort. Les dieux, le dieu de la nécromancie et le dieu de la magie n'avaient pu lancer de sort dans le vide éthérique. Ça, je voulais répéter comme ça on se représente bien ce que c'est de ce truc. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ils sont retournés à l'ancienne, à la plus ancienne magie qui soit, alors qu'ils étaient dans le vide éthérique. C'est que Nagash, il a pas attendu longtemps, alors quand il s'est rendu compte qu'il pouvait plus lancer de magie. Il a lancé le premier sort qui soit, il a fait Aeka's Fist. Et du coup, ils ont utilisé plutôt leurs épées, et ils ont commencé à se bastonner physiquement. Vous avez les plus grands mages, les deux plus grands mages qui soient, qui commencent à se foutre sur la gueule dans le vide de l'espace. Ça, c'était une scène assez ouf. mais voilà dans l'idée. Donc la pierre de vide, qui est du coup la forme cristallisée de l'énergie du vide éthérique. Cette pierre semble se former dans les parties du vide éthérique qui sont complètement vides.
Et parfois, cette pierre va tomber sous forme de météorite dans les royaumes. Et du coup, elle va être assez rare et elle va avoir une très grande valeur. Ça va ressembler un peu à une sorte de roche noire qui donne l'illusion d'émettre une lumière un peu arc-en-ciel, car elle absorbe en fait tous les courants d'énergie magique et de lumière qui sont autour d'elle. Donc elle va avoir un peu un petit reflet multicolore autour d'elle, une espèce d'aura. En termes d'utilisation, on en fait parfois des amulettes qui protègent contre les malédictions, les sorts, les démons ou les êtres faits de magie comme les spectres. C'est une très puissante protection. Ça peut être aussi utilisé comme arme anti-magique, simplement. Certains d'ailleurs peuvent même l'utiliser pour dissiper des sorts. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple une arbalète qui tire un carreau avec une pointe de pierre de vide et vous le tirez sur un sort et ça peut le dissiper. Alors vous n'êtes pas un sort, mais vous pouvez le dissiper comme ça. Ça peut être assez ouf. Sinon, c'est aussi utilisé parfois pour, comme récipient pour sceller des sorts persistants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des boîtes, des bouteilles, et les mages peuvent s'en servir en fait pour les aspirer dedans. Et du coup, si vous les vous pouvez ensuite les réouvrir pour un peu comme une grenade, mais vous balancez un sort persistant avec une tuile, ça peut être marrant. Donc c'est notamment souvent utilisé comme les chasseurs de sorts, qui est un vrai métier dans les royaumes mortels où vous pouvez chasser des sorts persistants. Et c'est aussi très apprécié des chasseurs de sorcières, les répurgateurs, etc. Pour eux, c'est sans doute leur pierre, leur ressource préférée contre les démons, contre les spectres, contre tout ce genre de choses, quoi. Les deux royaumes moins affectés par le chaos sont Azir et Ulgu. Je dirais Azir et Ish. Ulgu est quand même très influencé notamment par les légions de Be'lakor. Même si quand même Ulgu c'est un des... Pour autant qu'on sache, c'est un des royaumes les moins envahis par le chaos. Même si c'est peut-être dû au fait que c'est un des royaumes dont on a pour l'instant encore moins parlé. Donc c'est peut-être ça qui donne cette impression. Donc on verra dans le futur. Pierre de négation. Oui, c'est aussi un autre nom. Le sac d'os et l'asthmatique. Ce serait le début. Ce serait un bon titre de livre, ça. Ça ressemble à la tour sombre de Stephen King. Oui, c'est vrai. Il y a un petit air. Il y a du Skaven à Ulgu, non? Oui, il y a notamment les clans... le clan Eshin, les clans Eshin qui sont très présents à Ulgu. Il y a aussi des Saneshi à Ulgu, il y a les légions des Be'lakor. Non, il y a quand même des chaoteux, il y en a pas zéro. Mais comme je le dis, on a moins d'infos un peu sur Ulgu. Et pour l'instant, c'est peut-être pas encore... mais oui, il y a clairement il y a des chaoteux. Sinon, en effet, donc les effets, c'est que ça annule la pierre de négation, ça annule toute la magie un peu autour d'elle. Ça empêche les enchantements et la divination. Donc pareil, ça peut aussi être un bon contre les, par exemple des démons de Tsench qui peuvent voir dans le futur. Au long terme, par contre, ça a tendance à dissoudre, à effacer l'identité de leur porteur. C'est-à-dire que ça a tendance un peu à éroder l'esprit et même la matière. Ça ramène tout un peu à l'état de vide, en gros, pour donner un peu une idée. Donc,
Tac. Ouais, ça va être aussi dans Y, mais c'est pas le pire non plus, quoi. Je pense que c'est clairement le moins habitable de tous. Mais voilà. Alors ensuite, on a la toile ombrale, et là pareil, on va passer assez rapidement sur la toile ombrale. On en a parlé un peu tout à l'heure par rapport au démon des ombres, et un peu c'est une genre de sous-dimension un peu comme celle du coup d'Escaven, mais du coup ça semble être encore une autre, et qui serait potentiellement un peu le lieu où se trouveraient des démons de l'ombre, qui font peut-être un peu penser à ce que sont les mandragores dans la toile avec les Eldar noirs. C'est un peu un endroit que seuls, par exemple, Malérion, Moratti et leurs agents peuvent emprunter. Be'lakor semble aussi pouvoir l'emprunter. Il semble aussi avoir un peu exploré cet endroit. Et pareil, on sait pas grand chose sur cet endroit. Je mettrais un peu dans Australie, dans l'idée. Il y a des choses qui y vivent, mais on n'en sait peut-être pas encore assez, clairement. Mais c'est plus ou moins un autre royaume, un peu particulier, quoi. Azir aussi est pas très affecté par le chaos. Oui, parce qu'ils ont réussi vraiment à bien s'isoler de tout, quoi. Oui, du coup là on a un petit visuel aussi de toutes les pierres de royaume qu'on a pu mentionner jusqu'ici. Là on a la pierre de cycle, on a l'os d'ambre, ça il me semble ça a l'air d'être un peu du célestium. On a la chamonite, la pierre de braise. Ça c'est peut-être pierre de négation. Voilà, un petit visuel sympa sur les pierres de royaume. Mais voilà donc pour cette fameuse petite tier list qui était bien sympathique. Moi j'espère qu'elle vous aura plu un peu, cette petite exploration des royaumes mortels. Si vous avez des questions là un peu, vous voudriez un peu des précisions sur certaines choses qu'on aurait pu aborder, c'est le moment, n'hésitez pas. J'ai un peu de vérifier si j'ai bien répondu à toutes les questions qui ont été posées au préalable. Alors, que sont les sphères de royaume? Ça, on l'a dit. C'est un peu la zone un peu d'influence, d'existence des royaumes. Que sont les bords de royaume? Ça, on l'a dit. Le vide éthérique, on en a parlé. Comment fonctionne la gravité au sein des différents royaumes? Alors c'est vrai que ça c'est intéressant, dans le sens où les royaumes semblent tout de même pour la plupart plats. Donc ça c'est une question intéressante. Les royaumes sont pour la plupart semblent être plus ou moins plats, c'est un peu un rêve mouillé pour les platistes, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. La gravité semble fonctionner par rapport à la face habitable des royaumes, mais il y a un truc que j'ai jamais vu être mentionné dans la Sigmar, c'est que on n'a jamais parlé de l'autre face. Beaucoup de royaumes semblent être plus ou moins plats, mais je me demande si du coup, si un jour on parlera des autres faces, en tout cas des royaumes qui sont plats. Certains sont un peu plus sphériques, d'autres sont plus fragmentés comme Shaman. Donc ils sont pas forcément tous plats, mais c'est quand même une question qui se pose. Et ça, j'avoue, je n'ai jamais vu trop être abordé. C'est intéressant à mentionner. Ensuite, comment fonctionne le cycle jour-nuit? Ça on l'a dit, c'est notamment grâce à Ish et Ulgu. Comment fonctionnent les saisons? Ça on a dit, c'est un dû à Kiran et Shaish.
Y a-t-il des points cardinaux au sein des royaumes? Alors, pas exactement. C'est qu'il n'y a pas de nord, hein, parce que comme il n'y a pas de pôle, il n'y a pas de pôle sud, pôle nord. Mais il y a ce qu'on a... Enfin, les habitants des royaumes ont tendance à s'orienter par rapport au centre des royaumes. Ça semble être un point de repère pour pas mal de cultures. Donc le nord, c'est un peu le centre, mais selon comment on est tourné, ça change tout. C'est-à-dire que selon comment on est orienté, ça peut changer certaines choses. Mais dans ce cas-là, généralement, ils utilisent les cartes célestes, les étoiles. C'est un bon point de repère pour voyager dans les royaumes, quoi. Aussi. Il y a ce qui s'appelle des mustories, d'ailleurs dont j'ai parlé dans la vidéo bestiaire sur des créatures de l'âge de Sigmar. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse une autre sur celle-là, parce qu'il y a d'autres créatures intéressantes que je pourrais présenter. Mais les mustories sont du coup des petits rongeurs, des petits êtres qui ont une fourrure qui représente la carte céleste en dessous d'où ils sont. Et ce, même en plein jour. Qui fait d'eux un peu des boussoles vivantes pour les voyageurs des royaumes mortels. Donc c'est des créatures qui sont assez... qui ont une très grande valeur et qui sont assez prisées. Est-ce qu'il peut y avoir des pierres de royaume n'étant pas liées au vent de magie d'un autre royaume? Oui, du coup, comme on l'a dit, il y a des pierres de royaume assez uniques, notamment par exemple à Gour, le royaume des bêtes, à la cité d'Excelsis, il y a ce qui s'appelle la lance de Malus. Il y a un autre fragment de l'ancien monde, comme le noyau de Malus, et il y a une sorte de pseudo-pierre de royaume. En fait, ces fragments permettent d'avoir des visions du futur quand on les consomme. Donc il y a ça, quoi. Généralement, c'est pas des pierres de royaume qui sont liées à un royaume spécifique, mais qui sont parfois liées à d'autres phénomènes, d'autres choses particulières. Existe-t-il un moyen de voyager à travers les royaumes autres que les portes royaumes? Alors on les a mentionnés. Il y a certains, notamment les vaisseaux Séraphon ou les vaisseaux les tours d'argent de serviteurs de Tzeentch. Les Skaven arrivent à voyager à travers des trous dans la réalité, les ronges-trous. Et potentiellement aussi il y a la toile Umbral qui permet aussi de passer un peu entre à travers un peu cette dimension et de ressortir de l'autre côté dans les royaumes mortels. Donc il y a d'autres moyens de voyager en dehors des portes royaumes, oui. En fait, la question de savoir était par exemple, on peut trouver des filons de sable sépulcral à Giran. Alors je pense que oui, parce qu'il existe en fait parfois des portes royaumes, des minuscules portes royaumes qui peuvent se trouver complètement enfouies sous terre. Donc il suffirait en fait qu'une porte royaume soit connectée, par exemple, il y a une porte royaume dans les profondeurs d'une colline à Giran qui mène à Shaish. Et avec les mouvements un peu des mouvements souterrains, des filons d'un royaume pourraient glisser vers un autre. Ça c'est possible. Pourquoi pas? Bon, c'est une supposition là après du coup, mais pourquoi pas? Mais enfin voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. On arrive à la fin. Si vous avez d'autres questions un peu sur le live, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la rediff YouTube.
Pareil comme j'ai dit, le prochain live ce sera sur la région d'Akshi, Royaume du Feu, sur la région principalement du Vastaride. On va peut-être parler aussi des lunes, parce que chaque royaume va avoir un peu des lunes particulières qui agissent un peu comme des sous-royaumes. Bon, je vais peut-être aussi les mentionner. Donc si vous voulez aussi poser des questions sur ça, je pourrais les préparer pour le prochain live. Et puis je vais vous dire à la prochaine. C'était vraiment instructif, merci. Content que ça vous ait plu. Voilà, je vous dis à plus tout le monde. Et merci encore à tous d'être passés, d'avoir discuté. C'est très sympa. Allez, à la prochaine dans les royaumes mortels. Plus.